Alors, le webinaire va durer environ 1h30. Vous pouvez, comme c'est indiqué sur la slide, poser vos questions en bas. Vous avez questions-réponses et vous pouvez aussi discuter. On vous répondra sur toutes les questions, soit directement par la même chose, par le question-réponse, et on vous les enverra ensuite avec ce replay qui sera enregistré ce soir. Vous aurez à la fin de la présentation, vous allez aussi pouvoir intervenir directement avec l'ensemble des intervenants. Il vous suffira pour ça de lever la main et on déverrouillera votre micro pour poser votre question à l'un des intervenants. Alors, comme je vous l'ai dit, vous êtes près de 500, donc vous ne pourrez pas tous poser vos questions. Mais on essaiera de faire le plus de personnes possible par rapport à nos intervenants. Vous allez avoir plusieurs intervenants que je vais pouvoir vous présenter maintenant. Donc moi-même, Tina, qui va être votre animatrice pendant toute la session. Vous aurez ensuite Martin Leys. Marie, si tu veux bien tourner. Merci. Martin, Oui, je t'en prie. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis vice-président de la Fédération en charge de la politique de développement durable. Merci, Martin. Nous serons ce soir aussi accompagnés de Marie-Laure. Moi, je suis conseillère pour la partie industrie aéronautique et spatiale au sein de l'association Air Emploi Espace Orientation. Merci, Marie-Laure. Marie. Bonjour à tous, Marie Bonneau, je suis responsable développement durable et RSO au sein de la Fédération. Nous avons aussi le lieutenant Damien. Bonsoir à tous, Damien, responsable recrutement et chargé de sélection pour tout ce qui est recrutement de pilotes et spécialistes de l'aéronautique dans l'armée de l'air et de l'espace. Merci, lieutenant Damien. Et enfin, notre invité, je dirais exceptionnelle, mais je ne veux pas la mettre mal à l'aise, mais tout de même, notre championne du monde, Mélanie Gadoulet. Bonsoir à tous. Comme Tina le disait, je suis Mélanie Gadoulet, sportive de haut niveau et accessoirement championne du monde féminine en titre actuellement et triple championne du monde par équipe également, féminine. Merci Mélanie. Vous voyez, on a mis la barre le plus haut possible grâce à Mélanie qui est avec nous ce soir. Et donc, on va pouvoir vous dérouler une présentation avec une première partie d'introduction et de témoignage de Mélanie sur son expérience de pilote de planeur et son démarrage grâce au BIA. Nous avons ensuite une partie sur les aides que la fédération met à disposition des jeunes qui ont le BIA. Viendra pour compléter les métiers de l'aéronautique avec Marie-Laure et le lieutenant Damien, et ensuite les questions que vous pourrez poser à l'ensemble de nos intervenants. Donc, on va démarrer directement par Martin, qui va déjà nous présenter la Fédération française de vol en planeur. Martin, à vous la parole. Oui, bonsoir à toutes et tous. Écoutez, la Fédération de vol en planeur, c'est 162 associations situées sur tout le territoire. C'est-à-dire que dans chaque département, il y en a plus ou moins 2 ou 3. C'est-à-dire qu'à moins de 50 km de là où vous habitez, vous pouvez trouver un club qui va vous apprendre à piloter. J'ai dit club parce que c'est important, on est des associations, on fonctionne avec beaucoup de bénévoles et des instructeurs professionnels, et ça a aussi une certaine ambiance. Le vol à voile, c'est une activité qui se pratique en groupe et c'est une ambiance qui est plutôt sympa. Le vol en planeur, on met des centaines de kilomètres parcourus en plaine comme en montagne parce qu'en fait, c'est assez magique. Avec quelques litres d'essence ou avec 1 kilowatt électrique, on peut décoller et trouver des courants ascendants qui vont nous permettre de trouver des ascendances qui vont permettre de prolonger le vol pendant plusieurs heures et de parcourir sans énergie. C'est un vol bas carbone, des centaines de kilomètres. C'est un vol silencieux, c'est un vol élégant, c'est un sport nature. Tout à l'heure, je parlais de développement durable. Il faut savoir que ce soit en plaine, où on va repérer des buses ou des rapaces qui font des ronds et qui montent dans les courants d'air chaud, en montagne, moi je vole à Istassou dans les Pyrénées, et on regarde les vautours, et il faut savoir que le rapport poids-portance d'un vautour ou d'un aigle dans les Alpes, c'est à peu près le même qu'un planeur, et c'est des magnifiques témoins qui nous permettent de trouver des courants ascendants. C'est un sport loisir, aussi un sport compétition. On a la chance d'avoir Mélanie avec nous, donc je ne vais surtout pas parler de compétition, elle le fera bien mieux que moi. Le sport loisir, c'est simplement un
vol très libre, hein, une sensation de grande liberté. Quand on est dans un planeur, on a un super balcon pour découvrir sa région. C'est un vol silencieux, c'est un vol élégant. Et donc, on peut uniquement venir voler, apprendre à survoler le terrain et à trouver des cours ascendants, mais on peut aussi avoir envie d'aller sur la campagne ou, comme les grands champions ou les grandes championnes, et on a plusieurs grandes championnes en France, de pratiquer la compétition. C'est une terre d'innovation parce qu'en fait, les machines dans lesquelles on vole, c'est des machines très profilées. Regardez la photo que vous avez à votre gauche. Hein, vous voyez un planeur qui a une aile très filiforme d'une vingtaine de mètres. Un train qui est rentrant, c'est quelque chose de très pur, hein, en niveau aérodynamique. Il faut savoir que les premières winglets que vous voyez sur les avions, les Boeing ou les Airbus que vous empruntez, elles viennent du vol à voile, hein, parce que comme on n'a pas de moteur, il faut qu'on ait une signature aérodynamique la plus pure possible, et c'est pour ça qu'on a des formes, c'est un peu un baquet de Formule 1, un cockpit de planeur, et vous verrez, j'espère que vous ferez bien sûr votre initiation et voir plus que ce séminaire vous donnera l'envie d'apprendre à piloter. Vous verrez qu'on est super bien installé dans des super machines. Et quand je disais bas carbone, je reprends cet aspect-là, c'est-à-dire qu'au moment où on voit qu'il va falloir réduire notre dépendance au pétrole, et nous, en planeur, avec, je l'ai déjà dit, avec quelques litres d'essence pour décoller et trouver les courants, on peut faire des vols de plusieurs heures. Et ça, c'est assez intéressant et important. Et puis, pour apprendre à piloter, on peut aussi avoir des lunettes de réalité augmentée, hein, donc des simulateurs de vol qui permettent d'apprendre à piloter. Et ça aussi, ça participe de l'innovation. Et d'ailleurs, c'est la dernière ligne, un apprentissage diversifié. J'espère que dans les classes de B, vous allez suivre un apprentissage, j'espère, au BIA. La fédération a mis en place un e-learning très, très bien fait, hein, qui permet de découvrir toutes les notions de météo, d'aérodynamique, de réglementation. Comment dire, c'est un pilotage qui est simple pour les débutants, mais qui est pointu pour ceux qui recherchent la performance, mais c'est aussi une excellente formation pour ceux qui, plus tard, veulent faire une carrière aéronautique. Le lieutenant parlera des possibilités qu'offre l'armée de l'air et de l'espace dans ce domaine. Sachez qu'à Air France, il y a tout un process de formation des pilotes de ligne, et que ce soit à l'école de l'air de Salon ou que ce soit pour les pilotes en formation Air France, on leur apprend à piloter un planeur parce que c'est une forme de vol très pure, ça donne une grande finesse de pilotage et c'est quelque chose d'assez magique. Donc voilà, je ne vais pas être plus long parce que d'autres vont développer, mais j'espère en tout cas vous donner l'envie de trouver un club pour découvrir le vol en planeur, pour faire un vol d'initiation, pour passer votre BIA, et après on compte sur vous, on vous attend dans nos clubs. Merci Martin pour cette présentation. Effectivement, il y a au moins un club dans tous les départements de France. Il y a quelques exceptions, mais le club n'est pas très loin. Je vais donner la parole à Marie-Laure pour la présentation, cette fois d'Air Emploi. Merci Marie-Laure. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de l'association Air Emploi, donc qui existe depuis plus de 22 ans maintenant. Alors même si dans Air Emploi, il y a le mot emploi, on ne propose pas d'emploi. Nous sommes une association qui informe et qui oriente sur tous les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale et du transport aérien. Alors, nous avons été créés par les branches professionnelles. Alors, pour la partie industrie aéronautique et spatiale, c'est le GIFAS, Groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. Pour le transport aérien, c'est la FNAM, Fédération nationale de l'aviation marchande. Et la compagnie nationale Air France a participé aussi à notre création. Donc, l'idée, c'était de promouvoir les métiers, de les faire connaître à toute une population scolaire qui parfois est en recherche de projets, mais qui ne connaît pas beaucoup de métiers. Donc, on est là pour ça. C'est vrai que souvent, quand on parle de l'industrie aéronautique, du transport aérien, on revient toujours au métier de pilote, d'hôtesse de l'air, et il y en a bien d'autres. Donc, l'objectif ce soir, c'est de vous présenter un petit panel rapide des métiers, mais surtout de vous faire connaître donc Air Emploi pour que vous puissiez retourner sur notre site internet où vous trouverez près de 80 fiches métiers et des vidéos métiers de profils que nous sommes allés rencontrer dans leur entreprise et filmer dans leur situation professionnelle quotidienne.
Sur le site, vous trouverez aussi bien sûr des ressources d'orientation, des documents que vous pourrez télécharger, une carte des formations, un guide des formations, un quiz également pour tester vos connaissances. Donc Air Emploi, on est présent sur des salons, des forums, des webinaires maintenant. On fait également du conseil individuel, des conférences qu'on appelle terre et ciel dans les établissements scolaires. Donc vous pouvez nous en demander. Si nous avons un conférencier dans votre région, nous viendrons bien volontiers. Donc c'est de la 4e à la terminale. On œuvre pour la mixité professionnelle dans le sens surtout de la féminisation des métiers de l'industrie aéronautique et spatiale. Donc, si aujourd'hui, je n'ai pas pu répondre aux questions que vous vous posez, bien évidemment, ne vous privez pas de revenir sur notre site, puisque vous trouverez en haut à droite de notre site, tout en haut, une rubrique qui s'appelle « Contactez-nous ». Vous pourrez poser votre question, on vous rappelle, on peut faire un rendez-vous avec vous en visio, et quand la situation sera plus favorable. En présentiel également, nous sommes basés sur Roissy en France. Voilà. Merci Marie-Laure. Donc, on a bien compris que c'était un lieu de ressources important pour orienter sur les métiers. Juste avant de donner la parole à Damien, pensez à poser vos questions dans le Q&R et non pas dans l'espace discussion, parce que c'est dans le Q&R qu'on vous répondra et on pourra ensuite vous envoyer l'ensemble des participants. Donc, n'hésitez pas à utiliser plutôt le petit icône Q&R, questions et réponses, tout simplement. Lieutenant Damien, à vous la parole pour la présentation de l'armée de l'espace, s'il vous plaît. Oui, merci Tina. Donc Damien, spécialiste du recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace. Donc, comme beaucoup d'entre vous devez le savoir, l'armée de l'air et de l'espace, c'est 40 000 personnes environ. On ajoute quelques civils qui travaillent sur des sites aéronautiques disséminés à droite à gauche en France métropolitaine, hors métropole et même dans certains sites à l'étranger. Pour ce qui concerne le recrutement, c'est entre 3 000 et 3 500 personnes par an que nous recrutons. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas 3 500 pilotes, hein, c'est tout un microcosme qui servira à faire avancer nos avions et à aider nos pilotes à faire leur mission. En gros, pour tous ceux qui ignorent le fonctionnement précis, une base aérienne, c'est comme une ville dans laquelle on va trouver tous les métiers que vous trouverez dans cette ville, sauf que ce sont des militaires qui occupent les postes. Ils ont chacun une fonction, une spécialité. Encore une fois, le but ultime, c'est bien sûr que nos avions puissent voler. Donc, ils volent principalement au-dessus de la métropole pour surveiller le ciel français. Et puis, dans d'autres cas, et on peut faire de l'humanitaire, comme vous pouvez le voir sur la diapo qui est en fond, là. L'humanitaire en cas d'ouragan, par exemple, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. On porte assistance, on intervient sur des opérations extérieures en Afrique sahélo-saharienne, pour les opérations Chamal et Barkhane. Et on dispose de moyens variés, comme vous pouvez le constater ici en bas, avec des avions de chasse, bien sûr, des avions de transport, des avions écoles, quelques drones qui sont de plus en plus présents. Et tous ces appareils sont donc utilisés par des pilotes qui sont formés directement dans l'armée de l'air, après avoir subi différents tests de sélection. J'y reviendrai un peu plus tard. En tous les cas, pour parler recrutement pur et dur, le meilleur site que vous puissiez fréquenter pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est deveniraviateur.fr, où là, vous avez tous les recrutements, tous les besoins en fonction de votre âge, de vos diplômes, bien sûr, avec les détails sur les sélections, etc. Et surtout les points de contact pour pouvoir obtenir toutes les informations désirées. On travaille dans ce qu'on appelle des CIRFA, des centres d'information et de recrutement des forces armées. Il y en a un peu plus de 35 en France métropolitaine. Donc en gros, un pour 2 ou 3 départements. Vous allez sur le site, vous trouvez les coordonnées, vous prenez contact. Aujourd'hui, on peut facilement obtenir un rendez-vous. Je suis un petit peu hésitant parce qu'avec la crise sanitaire, ce n'est pas toujours simple, mais quoi qu'il en soit, tous mes camarades qui sont disséminés sur le territoire disposent de moyens pour travailler à distance et sont toujours ravis de répondre à toutes les questions. Et puis sinon, c'est comme pour Air Emploi, on est aussi sur les forums, les meetings, les salons divers et variés pour vendre l'armée de l'air, si j'ose dire, et puis surtout vous donner envie de nous rejoindre. Voilà, pour toute une population âgée de 17 à 30 ans, on a quand même quelques conditions particulières, mais là aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Merci Damien pour cette première partie. Effectivement, les intervenants vont pouvoir compléter vraiment l'ensemble de leur présentation pour que vous ayez tous les éléments si vous souhaitez vous orienter sur une carrière aéronautique. Sans plus tarder, on va pouvoir donner la parole à Mélanie, notre grand témoin de ce soir, championne
championne du monde, on l'a dit tout à l'heure, en 2020, mais aussi triple championne du monde par équipe. Donc Mélanie, on a la chance de l'avoir ce soir. Elle va pouvoir nous partager son expérience et sa passion du planeur et puis faire le lien, parce que ce soir, on est sur une présentation avec des personnes qui passent ou qui ont le BIA, faire le lien avec ce fameux brevet d'initiation aéronautique. Donc Mélanie, est-ce que déjà tu peux te présenter ton parcours sportif qui t'amène ce soir avec nous? Alors, rebonsoir tout le monde. Oui, je suis Mélanie Gazoulet, j'ai 27 ans. J'ai commencé le planeur quand j'avais 16 ans, donc ça fait maintenant 11 ans que je pilote. Là, on voit le palmarès aujourd'hui. L'année dernière, en janvier 2020, j'étais en Australie avec l'équipe de France féminine pour concourir au championnat du monde féminin, donc qui était divisé en 3 catégories en fonction de la taille et du poids des planeurs. Donc moi, j'étais en catégorie 18 mètres. 18 mètres, ça veut tout simplement dire c'est la longueur des ailes, l'envergure du planeur. Et avant, j'avais déjà fait 2 autres championnats du monde, féminin également. Et du coup, en équipe, avec l'équipe de France, on a remporté le titre les 2 fois précédentes et en Australie. Titre de championne du monde par équipe grâce à notre classement commun. Et en plus, j'ai rapporté le titre individuel du coup en catégorie 18 mètres. Et grâce à ce titre individuel, j'ai eu la chance d'être nommée ce qu'on appelle l'IGC Pilot of the Year 2019 parce que du coup, le classement 2020 rentrait dans la saison 2019 parce que du coup, on était sur un continent de l'hémisphère sud. C'est pour ça qu'on a volé un peu plus tard. Normalement, c'est plus en juillet-août que ça se passe. Et du coup, IGC, ça veut dire International Gliding Commission. C'est la commission qui régit le planeur au niveau international. Et c'est un petit peu équivalent, on va dire, si vous connaissez le foot, un petit peu au Ballon d'Or, quoi. Donc, j'ai eu la chance de remporter cette nomination. Sauf que voilà, avant tout ça, il y a eu une marge de progression et puis surtout l'apprentissage pour piloter un planeur parce que tout le monde passe par là. Moi, j'ai commencé à 16 ans quand je suis rentrée dans un lycée. Du coup, moi, je suis originaire de Bretagne. À Pleuhermel, au lycée Lamennais, je suis entrée en classe de seconde. Il fallait choisir une option. Donc, j'ai choisi l'option aéronautique. Ça consistait, il fallait en fait apprendre à piloter un planeur. On avait une demi-journée par semaine et une semaine sur 2, on allait apprendre à piloter le planeur et l'autre demi-journée l'autre semaine, du coup, on faisait des cours de BIA. Et à la fin de l'année, vers le mois de mai, on a passé le BIA et du coup, c'est un brevet d'initiation à l'aéronautique, donc c'est principalement théorique. Mais c'est très important dans la formation du planeur également, parce que ça permet d'avoir déjà de bonnes connaissances. Et notamment, on doit passer un théorique planeur pour obtenir le brevet. Et donc, du coup, ça permet déjà d'apporter pas mal de connaissances. Donc, j'ai fait cette classe aéronautique-là. Et puis ensuite, j'ai poursuivi. Et puis, j'ai avancé à mon rythme, on va dire. Je me suis perfectionnée, j'ai volé toute seule. Et après, je me suis encore plus perfectionnée, on va dire, pour voler ce qu'on appelle sur la campagne. Parce qu'en planeur, on n'a pas de moteur. Donc, il faut toujours avoir une solution pour revenir sur l'aérodrome de départ. Donc, c'est ce qu'on appelle le local de l'aérodrome. Et une fois qu'on quitte ce local, c'est-à-dire on prend le risque d'atterrir ailleurs, sur un autre aérodrome, par exemple. Donc là, c'est ce qu'on appelle voler sur la campagne. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai été contactée par la Fédération française de vol en planeur pour participer à des stages de détection, ce qu'ils appellent toujours d'ailleurs les espoirs fédéraux. Et en échange, je devais faire une compétition pour voir les progressions que je faisais. Donc, j'ai fait ça et ça s'est reproduit 3 ans d'affilée jusqu'à ce que j'intègre dans un premier temps le pôle espoir de vol en planeur, donc qui est équivalent à un sport-études désormais. Et en 2015, j'ai intégré du coup l'équipe de France féminine pour le championnat du monde féminin qui avait lieu au Danemark. Et ensuite, c'est d'autres compétitions, des championnats de France, d'autres championnats du monde. Et donc, j'ai aussi eu la chance en 2017 de participer à un championnat du monde junior
qui là avait lieu en Lituanie. Donc, on voit de belles choses de là-haut. La France, le territoire est magnifique, mais grâce à ce sport, ça permet aussi de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, on va dire, d'autres façons de voler. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, je suis rendue à ce niveau où, on va dire, sur le toit mondial féminin. Et maintenant, je commence à mettre le pied dans le milieu mixte parce qu'il y a des compétitions féminines, comme dans tous les sports. Mais on a aussi un sport où les femmes, on a la chance de pouvoir concourir aussi au niveau mixte, donc c'est-à-dire avec les hommes. Donc, je devais déjà concourir, on va dire, l'année dernière et cette année, mais à cause de la crise sanitaire, ça a été annulé, ce n'était pas possible. Donc là, je me prépare l'année prochaine pour faire un championnat du monde mixte et remettre en titre, du coup, mon titre de championne du monde, féminine. Ça aura lieu, du coup, l'été prochain. Merci Mélanie, on compte bien sur toi pour défendre ton titre avec bravoure. Dis-moi, tu nous as parlé de ton démarrage. Est-ce que quand tu as démarré et que tu es rentré au niveau du BIA, tu pensais faire de la compétition et arriver à ce niveau-là ou pas du tout? C'était plus un loisir et une découverte. Alors oui, pas du tout exactement. C'était vraiment du loisir pour découvrir voilà, quelque chose de nouveau. Je faisais beaucoup de natation à ce moment-là en compétition, donc j'étais déjà très investie dans le sport. Et donc pour moi, ce n'était pas du tout envisageable de faire de la compétition dans le planeur, surtout que moi, personnellement, au début, ça me faisait un petit peu peur. Voilà, déjà, rien que de partir toute seule, je me disais, waouh, mais comment je vais faire? Alors, s'il faut faire des compétitions, en plus, non, ça va bien être bien trop compliqué. Et en fait, ça se fait naturellement. On prend confiance, on a de l'aisance au fur et à mesure. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Vous découvrirez bientôt quand vous pourrez conduire votre voiture tout seul. Au début, on n'est pas très rassuré, et puis après, on est de plus en plus à l'aise, et puis après, ça devient quelque chose de naturel. Et pour le planeur, ça a fait pareil. Et puis pour la compétition, exactement pareil. Bien qu'au début, j'avais dit non, je ne veux pas. Et finalement, je m'y retrouve. Hein. Oui, nous aussi. La France s'y retrouve. Merci. Est-ce que est-ce que tu avais des rêves d'aéronautique, de métier dans l'aéronautique ou pas du tout là aussi? Comment tu as organisé ta vie par rapport à ton activité? Alors, quand j'ai pris l'option BIA, en fait, j'avais absolument aucun rêve ou désir de travailler dans l'aéronautique. Pour être honnête, j'ai vraiment pris cette option un petit peu par dépit. C'est bizarre, hein, mais oui, quand je suis en fait au lycée, il fallait absolument choisir une option qui était obligatoire. Donc, il y avait plein d'options, mais moi qui ne m'intéressais pas, hein, j'ai rien contre eux, mais par exemple le latin, l'économie, tout ça, troisième langue, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, j'avais une amie qui voulait faire cette option aéronautique, donc une amie avec qui j'étais au collège, et qui ne voulait pas y aller toute seule. Donc, elle m'a demandé, écoute, vu que tu ne sais pas quoi faire, est-ce que tu veux bien m'accompagner à cette option? Du coup, je lui ai dit, oh, bon, ce sera fun, et puis on va voir, ouais. Et voilà. Et alors, honnêtement, au tout début, j'ai pas forcément accroché parce que j'étais encore très investie dans la natation. Et puis, en fait, au fur et à mesure, après, j'ai continué de revenir à l'aérodrome, déjà parce qu'il y a toujours une superbe ambiance sur les aérodromes, sur les terrains, entre les pilotes. Et puis après, j'ai découvert vraiment le goût de voler, cette sensation de liberté et ce pouvoir que peut avoir la nature, en fait, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on vole sans moteur et qu'on peut faire des vols qui peuvent durer des fois. Moi, mon plus long vol, c'est 7h45. Mais il y en a, ils font plus, ils font 10 heures. Et juste avec les pouvoirs de la nature, c'est-à-dire c'est le soleil qui chauffe le sol et qui déclenche les ascendances, c'est le vent qui porte sur les pentes. Et ça, je trouve ça juste magique et c'est une chance qu'on a justement de pouvoir faire cette discipline. Donc, il y a le sans moteur, mais le moteur, c'est très bien aussi. C'est plus facile pour monter du coup, mais c'est vraiment génial. Et donc, c'est un choix que j'ai fait par dépit et je ne regrette pas parce que sans ça, j'aurais peut-être jamais découvert le planeur. Alors pourtant, il y avait un aérodrome avec un club de planeur à 10 minutes de chez moi et je ne le savais pas. Superbe, effectivement. Peut-être dernière question, tu n'en as pas fait un métier, du coup, tu as préféré vraiment séparer ta vie professionnelle de ta vie sportive?
Alors oui, du coup, je suis pas du tout pilote de planeur, on va dire au quotidien. Je suis pas professionnelle en tout cas. Quand j'étais après au lycée, on faisait dans le cadre de mon option BIA, on allait faire des visites sur des sites aéronautiques, par exemple à l'ANBIWay à Lorient. On faisait des visites et là, je me suis dit ouais, j'ai envie de devenir pilote professionnel. Donc moi, mon rêve c'était d'être pilote de chasse. Et en fait, je me suis rendu compte finalement que je pense que je n'avais pas le profil pour être pilote de chasse parce que c'est me concernant. Il y a d'autres personnes, ça leur convient totalement et c'est leur vocation. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas devenir pilote de ligne ou pilote de planeur professionnel, je ne sais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin finalement de garder cette passion uniquement comme passion, pour le moment en tout cas, pour justement garder cette magie et ce moment un petit peu pour me déconnecter justement du quotidien, du travail, tout ça. Donc aujourd'hui, je suis diététicienne nutritionniste en clinique privée, donc strictement rien à voir avec l'aéronautique. Mais du coup, je m'y retrouve à faire mon travail toute la semaine. Et puis le week-end, quand je peux, je vais voler. Et puis les stages en traitement, les compétitions. C'est vraiment aussi, c'est mon sport, c'est ma passion, mais c'est aussi un peu un échappatoire du quotidien. Et du coup, je m'investis à 100% dedans. Et alors après, plus tard, je ne sais pas, hein, c'est quelque chose vraiment qui me tient aux tripes. Au début, je disais que j'accrochais pas et maintenant, je pourrais plus m'en passer en fait de voler. Et je ne sais pas, peut-être que oui, plus tard, je serai pilote professionnel. Alors moi, j'aimerais bien être sportif professionnel, mais aujourd'hui, notre sport n'est pas suffisamment, on va dire, reconnu, médiatisé à l'échelle nationale, internationale, bien qu'il y ait des efforts et plein de moyens mis en place. Mais du coup, ça ne permet pas aujourd'hui de pouvoir être sportif professionnel. Donc, je ne sais pas, peut-être instructrice un jour ou autre. On verra, mais je ne ferme pas cette porte. En tout cas, tu as trouvé ton équilibre entre ton activité sportive et ton activité professionnelle. Donc ça, c'est ce qui est très important. Et puis, par dépit, tu es devenue championne du monde. Donc, on peut te souhaiter, par dépit, de devenir professionnelle dans l'aéronautique. Si un jour, tu as envie de faire ce chemin-là, mais ce choix-là t'appartiendra. On va pouvoir dérouler un petit peu la présentation et regarder justement ce qu'on peut faire ou ce que peut apporter le BIA. Et Mélanie, tu interviens à tout moment. Marie, je vais te laisser faire cette présentation, mais vous allez voir, on peut très bien entremêler ce que va présenter Marie et l'expérience de Mélanie. Je te remercie Mélanie et tu interviens pendant tout le webinaire. On compte sur toi. Oui, n'hésite pas à me couper, hein, c'est fait pour ça. Donc, comme on l'a vu déjà avec l'exemple de Mélanie, que faire avec le BIA? Déjà, ça vous permet de disposer d'une culture aéronautique que vous aurez, vous aurez acquis pendant tous les cours du BIA et, tous les cours du BIA, pardon. Ça vous permettra aussi de faire un vol de découverte. Donc, ce vol de découverte, vous pouvez le faire en avion, vous pouvez le faire en avion comme en planeur. D'ailleurs, je vous invite à le faire en planeur. Ça vous permettra aussi d'apprendre à piloter à des tarifs préférentiels et on verra lesquels après en ce qui concerne la Fédération de vol en planeur. Ça vous permettra aussi de découvrir le monde de l'aéronautique, car dans chaque club, il y a des passionnés d'aéronautique qui font plusieurs métiers. Donc, ce ne sont pas forcément des gens qui sont professionnels du milieu aéronautique, mais ce sont des passionnés. Et vous trouverez de tout dans les clubs, du passionné au pilote de ligne, au mécanicien, à la mécanicienne d'ailleurs. Il y aura de tout. Ça vous permettra donc de rencontrer des personnes qui sont issues de ce milieu et ça permettra de valoriser votre parcours et vos compétences. Je prends juste l'exemple comme ça, mais il y a quelques mois, une personne m'a demandé comment retrouver son diplôme du BIA parce que il y a quelques mois, les candidatures pour l'ESA étaient ouvertes. Et donc, elle voulait postuler et mettre son diplôme du BIA dans sa candidature. Donc, vous voyez, on peut utiliser son BIA même dans des candidatures pour l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Voilà. Donc, Mélanie, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ces exemples. Oui.
Là, du coup, quelque chose qui me vient, c'est par rapport au fait de rencontrer des personnes issues du milieu aéronautique. Moi, je me souviens quand j'étais en classe BIA, du coup, on était 16 élèves et tous les ans, il y a une promotion, en fait. Et donc, on a tous les ans un parrain ou une marraine. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, moi, quand c'était ma promotion, on avait une marraine qui s'appelle Marilyn Abadi-Bérard. Et elle était venue, tout ça, et en fait, elle avait déjà un beau palmarès, elle était vice-championne du monde. Et 10 ans après, eh ben, je me retrouve avec elle, en fait, à voler en championnat du monde en tant qu'équipière. Et jamais j'aurais imaginé un jour que j'aurais volé à ses côtés. Et elle est pilote de ligne, en fait, en parallèle d'être pilote de planeur. Et je sais que ça a donné des vocations à des personnes dans ma promo pour devenir pilote de ligne. Ça a permis d'ouvrir des rêves, tout ça. Et c'est pas fermé qu'aux scientifiques pour devenir pilote de ligne. Et c'est accessible à beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a différents moyens. Et voilà. Donc là, c'était par exemple dans le cadre de rencontrer des personnes. Et aussi par rapport aux tarifs préférentiels. Alors après, ce sera expliqué plus en détail, mais moi, je tiens quand même à préciser que du coup, j'ai fait une classe aéronautique, donc il y avait BIA plus apprendre à piloter un planeur. Donc ça, c'est toujours le cas du coup à Pleuhermel. Je crois qu'il y a d'autres classes qui ont ouvert en France comme ça. Mais par exemple, moi, je me souviens, mon année de formation planeur, elle avait coûté 300 ou 400 euros maximum, ce qui est bien moins cher qu'un tarif qu'on peut trouver si on va s'inscrire comme ça dans un club. Et ça, c'est quand même très, très bénéfique. Et aussi, le fait d'avoir le BIA derrière, ça peut permettre d'avoir des bourses. Pareil, quand on est lâché, on a des bourses. Quand on a le brevet, on a des bourses aussi. Ce qui fait que du coup, pendant quelques années, les premières années de pilotage, en fait, on ne paye pas si cher que ça. Et c'est vachement encourageant, surtout quand on est jeune, quand on commence à 14, 15, 16, 17, 18 ans et que on n'a pas forcément de revenus et que les parents ils peuvent pas forcément non plus nous financer toutes les saisons et même après plus tard, peu importe l'âge, c'est quand même un sacré avantage pour pouvoir s'investir et poursuivre après dans sa passion et moi je sais que sans ces aides-là, je suis pas sûre que j'aurais continué parce que financièrement ça aurait été très compliqué. Voilà. Merci beaucoup pour ces exemples. Et du coup, ça introduit très bien ma prochaine partie, qui est donc l'accompagnement de la fédération, de la découverte au niveau du vol en planeur. Donc, vous verrez que d'abord, je vous présenterai des aides qui sont pour la découverte, ensuite pour l'apprentissage du pilotage et ensuite pour la performance. Et ensuite, vous pourrez découvrir avec nos intervenants les métiers de l'aéronautique. Donc, tout d'abord, le fait de découvrir le vol en planeur, comment ça se passe? Donc, pour découvrir le vol en planeur, rien de plus simple. Contactez un des 162 clubs qui sont, comme l'a dit Tina précédemment, dans toute la France. Vous pourrez trouver la carte des clubs sur le site de la fédération, donc ffvp.fr. Contactez ce club et demandez à faire une journée ou un stage de découverte. Comment se déroulent ces journées ou ce stage? Une journée type, c'est très simple. Vous le voyez là sur la présentation. On est accueilli dans le club, on visite les installations, on va aider à la mise en piste des planeurs, donc c'est sortir les planeurs et les mettre en piste prêts à décoller. Et on va assister aussi au briefing, donc au briefing de la journée où on nous donnera toutes les informations de la météo aux zones qui peuvent être actives dans l'espace aérien, comment se passe la journée. Voilà, ensuite on mange, très important, et on va se préparer pour aller voler. Donc un vol en planeur qui sera aussi accompagné d'une aide en piste, car le planeur, on le sait, enfin on ne le sait peut-être pas, mais c'est un sport assez collectif au final, une activité collective, parce que même si on peut être tout seul à voler dans un planeur, il nous faut au moins une autre personne pour tenir l'aile et une personne pour décoller. Donc on doit être au moins 3 pour pouvoir partir et décoller. Donc l'après-midi sera réservé au vol, mais aussi il faudra aider les autres personnes qui sont là pour les aider à décoller et les aider à aller chercher les planeurs quand ils arrivent.
On pourra aussi faire du simulateur si, par exemple, la journée, comme en ce moment, on ne vole pas très bien en tout cas, car les températures sont de plus en plus basses, la météo n'est pas si bonne, donc on peut aussi faire du simulateur, comme vous l'avez vu dans la présentation de la fédération. Et quand la journée est finie, on range les planeurs, on aide tous à ranger un planeur parce que c'est assez large et lourd comme aéronef. Donc, il faut aider tout le monde à ranger les planeurs. Et ensuite, on pourra débriefer le vol avec votre instructeur qui vous aura fait voler dans la journée. Voilà comment se déroule une journée type dans un club de planeurs. Et pour découvrir le vol en planeur, la fédération aide les jeunes qui ont le BIA à découvrir le planeur pour une journée découverte ou pour un stage de découverte de 3 jours. Donc, si vous avez bien tout suivi, vous avez, en participant à ce webinaire, un bon de 40 € qui vous sera remis, qui apparaîtra normalement dans le chat juste après ma présentation, mais qui vous sera aussi envoyé par mail. Et faites d'ailleurs attention parce que ce mail peut se retrouver dans vos spams. Donc, voilà. Ce bon de 40 €, en fait, c'est l'aide de 40 € à laquelle vous avez le droit quand vous avez le BIA ou quand vous l'avez eu en 2021 pour cette année ou quand vous le préparez pour 2022. Vous avez cette aide de 40 € qui vous aidera à aller dans un club et faire un vol de découverte. Donc, c'est une aide de 40 € qui sera remise sur le tarif entier du vol. Vous aurez aussi, si vous ne voulez pas faire une journée, mais que vous préférez faire un stage de 3 jours, vous avez aussi une aide de 100 €. Attention, ces 2 aides ne sont pas cumulables, il faut pouvoir choisir entre les deux. Donc, soit vous faites une journée, soit vous faites un stage de 3 jours. Voilà pour la découverte, en tout cas pour la partie découverte du vol en planeur. Et si vous avez bien aimé votre découverte, vous pouvez donc passer à l'apprentissage du pilotage. Donc, comme le disait Mélanie juste à l'instant, vous avez des bourses et ces bourses sont majorées si vous avez le BIA. Donc, vous voyez l'ensemble des bourses qui sont présentées dans le tableau. Également, si vous avez un de vos parents ou si vous êtes vous-même membre du CSE Ligne d'Air France, vous avez des bourses qui sont majorées. Donc, pour ces bourses, n'hésitez pas à envoyer un mail à bia@ffvp.fr si vous avez des questions. On vous répondra par mail, il n'y aura aucun problème. Donc voilà pour l'ensemble des bourses qui, vous voyez, peut descendre quand même le coût moyen d'une licence de pilote de planeur assez vite. Donc voilà, vous avez donc des bourses au lâcher, au pass planeur. Donc le pass planeur, c'est le fait de voler tout seul en autonomie. C'est minimum 5 heures d'instruction double et 5 heures de vol en tant que commandant de bord, donc tout seul. Et c'est le moment où on vole en local, donc à peu près 30 km autour de son aérodrome. Donc, c'est une des étapes jusqu'à la licence de pilote de planeur. Donc, vous voyez, vous avez les 3 étapes, le lâcher, le pass planeur et la licence de pilote de planeur. Et à chaque étape, vous pouvez avoir une bourse en plus si vous atteignez cet objectif. Voilà pour les bourses, pour l'apprentissage du pilotage. Et puis, à la fin, si vous continuez, que vous avez obtenu votre licence de pilote de planeur, vous avez également des bourses à chaque passage d'objectif pour devenir comme Mélanie, championne. Pour devenir comme Mélanie également. On peut vous aider. Effectivement, à l'obtention de la compétence campagne. Donc, ça permet d'aller plus loin au niveau des vols campagne, comme le disait Mélanie. Également au niveau de l'autorisation de voltige, aussi pour vos premiers 1000 km sur la campagne. Vous voyez, on peut aller loin en planeur. Et également au moment de votre première participation à un championnat officiel. Donc, pour vous donner un peu envie et pour vous montrer ce qu'on peut faire en planeur, le dernier record d'Europe qui a été battu par 2 de nos licenciés, Gilles Souviron et Baptiste Innocent, en mars dernier, le 21 mars, ils ont parcouru 1702 km en 12h45 au-dessus des Pyrénées. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez... Il y a un article sur record sur le site de la fédération. Et voilà, ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire en planeur. Et j'espère que ça vous donne envie.
Merci beaucoup, Marie. Peut-être, Mélanie, un record au niveau vitesse? On n'a pas parlé, on a parlé Oui, c'est vrai. Tu veux parler de mon record à moi? Ouais. C'était en Australie. Je crois que c'était 171 km/h sur 300 km. Voilà, de moyenne. Voilà. De moyenne. De moyenne. Donc, Heureusement que tu étais dans les airs parce qu'au sol, tu aurais été flashé. Hein. Bravo, super, super moyenne en tout cas. Merci. On ne va pas donner la moyenne de nos pilotes, enfin des pilotes à Montluçon, parce qu'il y a des météos catastrophiques, mais ils n'ont malheureusement pas pu faire 170 en France. Alors, on va passer à la partie suivante, qui est la partie maintenant réellement des différents métiers. Et Thomas Pesquet va vous parler via cette petite vidéo. Bonjour à tous, c'est Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. J'ai l'honneur d'être le parrain des 50 ans du brevet d'initiation aéronautique, le PIA, que vous avez été plus de 11 000 à passer cette année dans toute la France, dont, et c'est important, 2700 filles. Ce BIA, c'est une vraie ouverture sur le monde de l'aéronautique et du spatial, et notamment l'opportunité de découvrir les différentes filières de ces secteurs, de la météo à la sécurité des vols, en passant par l'aérodynamique et la culture aéronautique, et j'en passe. Vous avez désormais un solide bagage qui vous mènera peut-être jusque dans les étoiles. Comme moi, qui suis astronaute, mais pilote de ligne aussi. Et avant ça, j'étais ingénieur aérospatial. Ce que je retiens surtout de mon parcours, c'est la très grande diversité des métiers de l'aéronautique et du spatial. Derrière un vol d'avion ou la Station spatiale internationale, il y a des milliers de gens impliqués, du technicien au contrôleur, des métiers auxquels on ne pense pas forcément au premier coup d'œil, mais qui sont absolument essentiels et sans lesquels, très honnêtement, je n'aurais jamais pu partir dans le Soyouz vers la station spatiale. L'aéronautique, le spatial, c'est un vrai travail d'équipe. Chacun a un rôle à jouer et à la fin, le résultat est toujours spectaculaire. Ce BIA, c'est une première étape vers un monde fascinant. Alors félicitations à tous pour son obtention et bon vol. Merci Thomas. On espère qu'effectivement tous nos participants vont avoir leur BIA. Et donc, ça va me permettre de donner la parole à Marie-Laure pour nous présenter les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale, justement. Marie-Laure, à toi la parole. Ok, merci. Alors, l'industrie aéronautique et spatiale, pour faire simple, eh bien, ce sont les entreprises qui conçoivent, qui fabriquent, qui commercialisent et également qui entretiennent, réparent les aéronefs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par aéronef? On a parlé beaucoup des planeurs jusqu'à maintenant, mais il y a aussi bien évidemment les avions de ligne, les avions civils et les avions militaires. Il y a également les hélicoptères, civils et militaires eux aussi. Mais n'oublions pas les lanceurs spatiaux, les satellites, les drones et on a les motoristes. Alors, on a symbolisé là par un petit moteur, effectivement, les motoristes sont ceux qui fabriquent des moteurs, mais il y a aussi tous les équipementiers. En France, il y a un tissu industriel assez riche pour cette industrie aéronautique et spatiale. Il y a plus de 400 entreprises qui sont directement reliées au GIFAS. Rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Donc, il y a tout un tas aussi de petits équipementiers. Certains vont faire des trains d'atterrissage, certains vont faire des sièges, certains vont faire des câbles, des joints. Voilà, c'est un tissu qui n'est pas forcément connu, mais qui peut offrir des débouchés possibles sur toute la France. Alors, on commence dans l'industrie aéronautique et spatiale par concevoir un projet. Donc, c'est les gens qui travaillent au bureau d'études. Là, sur ce poster, évidemment, on ne va pas vous montrer tous les métiers. On a choisi de mettre les plus représentatifs en termes d'effectifs. Mais il faut savoir que pour fabriquer un aéronef, il y a plus de 100 métiers qui entrent en jeu. Donc, au niveau du bureau d'études, vous allez avoir des ingénieurs et des techniciens, donc à partir de Bac+2, BTS, DUT, BUT, licence professionnelle et école d'ingénieur. Donc, des personnes qui vont concevoir, d'abord réfléchir sur papier, puis calculer, faire des simulations, de la conception par ordinateur, et puis ensuite
produire des maquettes. Aujourd'hui, ça peut être, quand ce sont de petits objets, en fabrication additive, en impression 3D. Donc, le bureau d'études, si on veut aller jusqu'au bac+5, eh bien, on peut devenir effectivement ingénieur en bureau d'études. Si on veut s'arrêter avant, il y a de la place pour tout le monde, aussi pour les techniciens. Alors, des gens qui auront fait peut-être des BUT, DUT mécanique, électrique, du travail sur la structure, sur les matériaux, etc. Donc, il y a des écoles d'ingénieurs aéronautiques, mais pas que. On peut arriver dans l'industrie aéronautique en ayant fait aussi une école d'ingénieurs généralistes. Donc, toutes ces formations, vous les retrouverez sur notre site. Dans la partie ressources documentaires, vous avez un guide des formations appréciées par toutes les entreprises du GIFAS. N'hésitez pas à y revenir. Et puis, évidemment, aussi sur chaque fiche métier, quand vous allez voir la fiche d'un ingénieur en particulier, on vous dira quelle est la formation qu'il vaut mieux suivre pour y arriver. Voilà comment ça va marcher après quand vous vous référez au site des remplois. Donc, quand un projet est conçu, alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les nouveaux projets, les carburants alternatifs, les avions idéalement à hydrogène. Il y a plein de projets qui foisonnent et il y a du travail pour les ingénieurs de demain. On travaille aussi sur les produits existants pour les améliorer. On va, par exemple, travailler à faire en sorte que les sièges des avions soient plus légers, parce qu'un avion plus léger, il va consommer moins de carburant et donc il sera moins polluant. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui se passe en bureau d'études. Une fois que les projets sont conçus ou améliorés, ça va d'abord passer par une étape intermédiaire que sont les méthodes, encore appelées industrialisation. Ça ne va pas directement en production. Les techniciens et les ingénieurs des méthodes, qui aussi peuvent avoir des techniciens des formations techniques diverses et variées, ça peut être des BTS en conception de produits industriels, des DUT en mécanique, des DUT en mesures physiques. Eux, ils vont être là pour aider la production. Si on peut simplifier, on va dire qu'ils vont traduire les projets du bureau d'études en éléments facilitants pour la production. Ils vont leur définir des plans et les nouveaux besoins en outillage, leur fournir les outillages. Donc là, du bac+2 à bac+5. Les gens des méthodes, pour faire simple, c'est un petit peu comme les gens chez Ikea qui ont fourni, quand on ouvre le carton, la petite notice et le petit outil pour monter votre armoire ou votre commode. Donc ça, c'est le service des méthodes. Ensuite, donc on va passer au métier de la production. Alors, les métiers de la production sont très divers et variés. On peut y arriver à partir d'un bac professionnel et même avant, des CAP de la métallurgie également. On a tout niveau. On a aussi des techniciens qui vont gérer les ateliers et le personnel, des ingénieurs qui vont gérer la production dans son ensemble et faire en sorte qu'elle se fasse dans les bons délais et avec les coûts prévus par le client final. Et en production, on va trouver des opérateurs qu'on appelle dans le métier des compagnons. Ils sont extrêmement respectés parce qu'ils ont des métiers à fort savoir-faire, donc c'est une forte valeur ajoutée pour les métiers. On a par exemple des chaudronniers. Alors le monsieur que vous voyez là, il va mettre à partir d'une pièce de métal plate en forme, avec un plan, avec parfois des machines pour l'aider à plier, mais parfois aussi avec son mouvement à lui, un maillet et ses propres mains. Il va arriver à former des choses. Je vous invite à aller voir sur notre site la vidéo de Nelson, chaudronnier, qui est très jolie. Donc, il va faire un bac professionnel en chaudronnerie aéronautique. Vous avez un ajusteur-monteur qui, lui, va ajuster les différentes pièces qui auront été mises en forme éventuellement par un chaudronnier. L'ajusteur-monteur, il peut avoir fait un bac pro aéronautique option structure. Et puis, à côté de lui, vous voyez une personne, le métier s'appelle stratifieur-drapeur ou stratifieuse-drapeuse. Là, ce sont des personnes qui vont fabriquer des matériaux composites. Aujourd'hui, pour que les avions soient moins lourds, donc moins consommateurs en carburant, on va essayer de mettre beaucoup de matériaux composites pour qu'ils soient plus légers. Et le stratifieur, en fait, il va étaler différentes couches de matériaux comme du carbone, du Kevlar, du tissu de verre. Et ensuite, par une action, on peut dire un peu de cuisson avec des guillemets, eh bien, ces matériaux vont devenir aussi résistants que du métal, mais bien plus légers. Et lui aussi, cette personne, elle peut arriver là, soit par un BEP plastique et composite, suivi d'un bac pro aéronautique option structure, ou directement par le bac pro aéronautique. On a des soudeurs aussi, bien évidemment, dans l'industrie aéronautique. On aurait pu aussi faire figurer
les monteurs câbleurs, on aurait pu mettre les peintres aéronautiques, mais on n'a pas la place. Donc, je vous invite à retourner sur notre site. Ensuite, vous avez les techniciens d'usinage. Alors, un petit peu à l'inverse du chaudronnier qui, lui, part d'une pièce de métal plate, le technicien d'usinage, lui, va partir d'une pièce de métal pleine. Un gros morceau de métal, par exemple, qui sort d'une forge. Et par enlèvement de copeaux, de matière, on va creuser cette pièce. Alors, il va travailler différemment puisque lui va programmer des machines à commande numérique et ce sont ces machines qui vont creuser la pièce. Voilà, donc tous ces métiers sont des beaux métiers accessibles à partir du bac professionnel. On n'est pas obligé de les choisir et de se dire je vais être opérateur toute ma vie. Par le biais de la formation continue, des évolutions internes dans les entreprises, on peut évoluer comme chef d'équipe, comme technicien. On peut être en production au départ, mais finalement après aller travailler aux essais ou à la qualité ou aux méthodes. Les choses ne sont pas figées. C'est la même chose aussi pour un ingénieur. On peut commencer comme jeune ingénieur en bureau d'études et puis au bout de quelques années, avoir envie de plus de responsabilités, prendre en charge du management, gérer du personnel. Donc voilà, il faut bien vous dire que dans une vie professionnelle, on change plusieurs fois de métier. Donc après la production, une fois qu'un avion, un aéronef est terminé, on ne va pas directement le donner au client, hein. On va faire une phase d'essai qui est assez importante. Là, vous avez des ingénieurs, des techniciens, toujours dans les métiers scientifiques et techniques, qui vont tester l'avion et tous ses équipements. Pour vous donner un exemple, un Rafale de chez Dassault va subir 6 mois de tests quotidiens avant d'être livré aux armées. Ce sont des produits extrêmement sensibles, on ne peut pas se permettre des erreurs, donc tout va être testé et retesté plutôt 2 fois qu'une. Et donc là, toutes les spécialités techniques intéressent les essais parce que selon ce que fabrique l'entreprise, quelqu'un qui aurait fait une spécialisation en mécanique, en électricité, en informatique, en optique, va intéresser différentes entreprises. Donc une fois que l'avion est bien conforme, l'aéronef, on va le livrer aux armées, aux compagnies aériennes, aux compagnies privées. Et bien évidemment, on va devoir en assurer la maintenance. Selon les règles propres aux constructeurs et évidemment la Direction générale de l'aviation civile, il y a des étapes incontournables. Et la maintenance, elle peut être sous différentes formes. Il y a la maintenance qu'on appelle en ligne, c'est-à-dire dès qu'un avion se pose sur un aéroport, avant qu'il ne parte, bien sûr qu'il ne reparte, il va être contrôlé. Il y a de la maintenance aussi en gare, des maintenances prévues au bout d'un certain nombre d'heures de vol ou de semaines de vol. Et puis, il y a la maintenance de réparation quand arrivent des avaries. Et là également, il y a tout niveau de poste, que ce soit des ingénieurs ou des techniciens pour tout ce qui va être l'ingénierie de maintenance, l'organisation de la maintenance, et les mécaniciens avions. Les mécaniciens avions, ce sont des personnes qui doivent avoir suivi une formation très précise, puisqu'on ne peut pas devenir mécanicien d'avion si on n'a pas fait un bac pro aéronautique. Donc, les bacs pro aéronautiques, il y a 3 options. La partie système, si on veut travailler sur tout ce qui est moteur, hydraulique, pneumatique, mécanique. La partie avionique, si on veut travailler sur tout ce qui est instruments de bord, électronique, informatique embarquée, et puis l'option structure dont j'ai parlé tout à l'heure pour travailler plutôt sur la cellule et la cabine de l'avion. Donc, retrouvez ces beaux métiers sur notre site. On a différentes vidéos de différents mécaniciens. Vous verrez que c'est très intéressant. Ils ont des métiers assez passionnants avec beaucoup de responsabilités. On peut ensuite, au-delà du bac pro, faire une mention complémentaire. Je vous laisse aller retrouver ça sur notre site. Bien évidemment, comme dans toute entreprise, vous avez les services supports, comme les services qualité qui vont contrôler et améliorer les processus industriels, là aussi des ingénieurs et des techniciens, les commerciaux qui vont vendre les produits et assister les clients dans l'organisation de leur dépannage ou de leur maintenance, et la logistique et la supply chain, où là on va approvisionner en pièces entrantes et expédier les produits sortants ou les produits pour dépanner un avion à l'autre bout du monde. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller approfondir sur notre site, à revenir vers nous si un métier vous intéresse et que vous ne trouvez pas le moyen d'accéder à ce métier. On saura vous orienter vers la formation dans votre région. Voilà, je ne veux pas faire trop long parce qu'après, il y a d'autres métiers à vous présenter. Mais est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport à ça ?
Écoute, on n'a pas relevé de questions spécifiques sur cette partie des métiers de l'industrie aéronautique et spatiale. Je me précipite sur le question-réponse, voilà. Voilà, on a regardé un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas de questions orientées. Donc, tu peux enchaîner si tu veux sur les métiers du transport aérien. Et puis, si tu as des questions à la fin de ta présentation des transports aériens, à ce moment-là, on reviendra vers toi. Bien sûr. Marie, je te laisse passer. Voilà. Alors, les métiers du transport aérien, donc c'est tout ce qui va se passer autour d'un aéroport. Alors, ça commence. Alors là, vous voyez que sur le poster précédent, on avait numéroté parce qu'il y avait un petit peu un cycle de la vie du produit. Là, c'est différent parce que tout le monde œuvre un petit peu en même temps, sauf peut-être le marketing programme, où là, les analystes de vol, pricers et chefs de produits marketing sont les personnes qui vont réfléchir un peu en amont des saisons à ce qu'on va proposer. Donc, eux, ils travaillent à l'intérieur des compagnies aériennes. Ce sont des profils plutôt Bac+5, école de commerce, ingénieurs, qui vont analyser un petit peu ce qui se passe dans les vols, qui vont analyser la concurrence, qui vont déterminer combien de vols on va faire par semaine pour telle ville, est-ce qu'on développe sur tel pays, quel type d'avion on va y mettre, le but étant évidemment d'attirer la clientèle, mais aussi que ce soit rentable pour la compagnie. Donc ça, ce sont des gens qui vont travailler en compagnie, plutôt avec des horaires de bureau et qui ont, je vous l'ai dit, Bac+4, Bac+5. Donc, soit partie école de commerce, soit école d'ingénieur. Une fois que ces programmes sont déterminés, eh bien, il va falloir les vendre. Et les commerciaux, les vendeurs vont travailler la plupart du temps sur des plateformes téléphoniques. Ils vont être en contact avec leurs clients. Alors, leurs clients, ça peut être aussi bien des tours opérateurs, des agences de voyage ou des gens comme vous et moi. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'agences de vente de billets. Avant, il y avait des agences Air France et d'autres compagnies, mais aujourd'hui, tout se passe par Internet. Ce qu'on va leur demander, c'est au minimum un niveau bac ou un Bac+2 et un anglais courant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché mondial et il n'y a pas que, par exemple, même si on travaille en France chez Air France, il n'y a pas que des clients français qui vont acheter des billets. Il y a aussi des clients étrangers et ces clients auront peut-être des demandes spéciales ou auront peut-être des litiges, n'auront pas pu partir, veulent se faire rembourser. Donc voilà, ces personnes-là vont travailler plutôt sur des plateformes téléphoniques et avec le mail et le téléphone comme outil de travail, et évidemment l'anglais courant. Une fois qu'un billet est vendu, on va l'utiliser et là, on arrive sur des métiers vraiment au sein de l'aéroport. Alors, il faut avoir à l'idée qu'au sein de l'aéroport, vous allez la plupart du temps être en contact avec le public, donc il faut utiliser l'anglais. À différents niveaux, mais il faut utiliser l'anglais. Il faut aussi, ça c'est important de le savoir, obtenir un titre de circulation aéroportuaire qu'on appelle encore un badge. C'est-à-dire que la préfecture de police, pour vous autoriser à aller dans la zone réservée, dite zone sous douane, va vous demander d'avoir un badge. Et ce badge, ça va, pour l'avoir, la préfecture de police va examiner ce qu'on appelle les casiers judiciaires. Donc, il ne faut pas avoir eu d'antécédent avec la police et la justice et être en règle avec tous les services de l'État, c'est-à-dire payer ses amendes, ses PV, même PV, RATP, etc., tout ce qui est en lien avec l'État. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand on travaille sur un aéroport, c'est souvent 24 heures sur 24, donc on va travailler en horaire décalé. À partir de ces métiers-là, on peut se dire qu'on peut être amené à commencer à 3 heures du matin ou à finir à minuit, donc c'est mieux d'avoir un permis, un véhicule. Donc là, on va retrouver des agents de sûreté, des agents des services commerciaux, qu'on appelle encore agents d'escale, et puis des cadres aussi, des chefs d'escale. Donc, les agents de sûreté n'ont pas besoin d'avoir une formation scolaire particulière. Ils peuvent faire une formation professionnelle qu'on appelle le CQP-ASA, Certificat de qualification professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire. Et les agents d'escale également. Donc, il faut un minimum de niveau d'anglais pour l'agent de sûreté, un très bon niveau d'anglais pour l'agent d'escale, puisqu'il va être là pour répondre aux questions des clients et résoudre leurs éventuels problèmes de papier, de visa, etc. Donc, ça, c'est important. L'agent de sûreté, ça va très vite, donc il revient souvent sur les mêmes termes, les choses qu'il va dire aux clients, enlevez votre ceinture, vos chaussures, etc. Donc, ce n'est pas un niveau très, très élevé, mais il faut quand même de bonnes notions. Pendant qu'on est en train de contrôler les personnes, leurs bagages, pendant qu'on est en train d'enregistrer également leurs bagages et leurs bagages à main, il y a tout un microcosme là qui va intervenir, on va dire, un peu en coulisses. Vous avez ceux qui vont amener les plateaux repas,
ceux qui vont avitailler l'avion en carburant. Vous avez les agents de nettoyage d'avion, les bagagistes qui vont amener les bagages dans la soute, des gens qui vont faire la coordination, on les appelle aussi les agents de trafic, ceux qui assistent les avions, les agents de piste. Les agents de coordination vont aussi centrer à l'intérieur de la soute les bagages et le fret. Donc, vous avez des gens, des magasiniers caristes, des agents de fret qui vont s'occuper du dédouanement de toutes les marchandises. Donc, tous ces gens-là, on ne les voit pas forcément, mais ils œuvrent sur un aéroport aussi en horaire décalé. Alors, la plupart des métiers, comme le catering, le nettoyage d'avion, les bagagistes, ne nécessitent pas une formation scolaire. C'est plutôt une formation que l'entreprise va donner à l'embauche. Les agents de coordination masse et centrage sont des gens qui vont plutôt évoluer, des agents de piste, par exemple, qui vont évoluer ensuite. Au niveau des magasiniers caristes, c'est pareil, ce sont des formations professionnelles, ce qu'on appelle souvent les CACES. Et les agents de fret, ce sont des gens qui vont avoir suivi une formation de Bac+2, type BTS, DUT, transport ou logistique. Donc, on a tous ces métiers-là qui œuvrent en coulisses. Et puis après, quand le passager il est enregistré, eh bien là, on a nos navigants. Donc, hôtesse de l'air, steward et pilote. Donc, ces deux catégories de personnel doivent répondre précisément à une formation très stricte, je pense que vous le savez, et une visite médicale également. Ils doivent prouver qu'ils sont, on va contrôler qu'ils sont aptes physiquement et mentalement à l'exercice du métier. Donc, il y a des visites médicales spécifiques et des formations professionnelles. Alors, les hôtesses de l'air et stewards doivent avoir un niveau d'anglais courant et vont passer ce qu'on appelle un CCA, Cabin Crew Attestation. C'est une formation qui est valable sur le territoire, sur tous les pays de l'Europe et qui se fait en 5 semaines minimum. Quant aux pilotes, c'est un petit peu plus compliqué. La formation est plus longue et on comprend pourquoi. Donc, il y a différents moyens d'y accéder. Il y a évidemment l'École nationale d'aviation civile, après 2 années de classe préparatoire. Il y a aussi les aéroclubs. Il y a aussi les écoles privées. Donc, si on a un petit peu d'argent de côté ou vos parents ont de l'argent de côté, on peut envisager ces écoles privées. Alors, il faut vérifier qu'elles sont sur la liste agréée par la Direction générale de l'aviation civile, bien sûr. Et puis, il y a évidemment la partie l'aviation militaire. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que je vais laisser le lieutenant Damien en parler. Donc, on peut accéder au métier de pilote et au métier de mécanicien d'avion par la voie militaire. Mais il faut avoir à l'esprit, je ne vais pas m'étaler là-dessus, qu'on prend aussi l'engagement de servir son pays. Ce n'est pas uniquement pour aller faire la formation. Donc, plutôt une formation courte pour les hôtesses de l'air et stewards et un petit peu plus longue pour les pilotes. Ensuite, on a les métiers de l'aviation civile, donc la Direction générale de l'aviation civile qui va réglementer un petit peu la circulation sur un aéroport et dans le territoire français, mais dans les airs, où là, vous allez trouver les ingénieurs de l'École nationale de l'aviation civile, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, qui sont ce qu'on appelle aussi les aiguilleurs du ciel, et on a aussi des métiers de techniciens, qui sont juste en dessous des ingénieurs. On a aussi des ingénieurs qui font une formation spécifique électronique qui, eux, vont gérer justement tout ce qu'utilisent les écrans, les radars, etc., les aiguilleurs du ciel. Donc ça se passe à l'École nationale d'aviation civile qui est à Toulouse. Donc on y entre sur concours et après on devient fonctionnaire de l'État. Et alors, une partie que nous avons en commun entre le transport aérien et l'industrie aéronautique, eh bien, c'est la maintenance. Parce qu'évidemment, la maintenance, elle se fait aussi bien, comme je vous l'ai dit, en ligne que chez le constructeur, qu'après la fabrication. Donc, je ne reviens pas sur ces métiers-là. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Bac pro aéronautique minimum, ça peut être suivi d'un Bac+1 si on veut être la personne responsable de signer sur la piste l'autorisation pour la remise en service de l'appareil. Et également, bien évidemment, on a, comme dans toute entreprise, tout microcosme industriel, la qualité et la logistique qui sont là en support de tous ces métiers qui grouillent autour de l'aéroport. Donc, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit pour les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale, l'anglais, il est aussi important un petit peu partout. Les filles sont les bienvenues sur tous les métiers. Il n'y a pas de métier spécifiquement masculin. C'est vrai aussi pour le transport aérien. Et la voie de l'apprentissage est fortement conseillée par les entreprises. Et bien évidemment, le BIA est toujours un plus. Ça, il ne faut pas oublier de le dire.
Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela? Merci Marie-Laure. Oui, il y a plusieurs questions qui sont arrivées pendant que tu parlais. Oui. Marie, tu en as quelques-unes? Oui, je regarde. Alors moi, j'en avais une là tout de suite. Est-ce que vous faites le lien entre les entreprises et les jeunes qui recherchent des contrats d'alternance en mécanique aéro, par exemple? Alors non, on ne fait pas le lien, ce n'est pas notre rôle, mais par contre, on peut vous conseiller le site aéroemploiformation.com où là, vous avez toutes les entreprises du périmètre du GIFAS qui vont déposer leurs offres d'emploi, mais il y a aussi un annuaire des ressources humaines, donc on peut faire des candidatures spontanées. Il y a aussi des propositions de stage et d'alternance. Je ne dis pas à tout niveau, c'est plutôt à partir de Bac+3, mais il y a néanmoins les candidatures spontanées qui peuvent être faites sur le site à partir de l'annuaire RH. Je vois aussi une question, donc je vais répondre en direct. L'ENAC se trouve seulement à Toulouse? Oui. Voilà. Alors, il y en a eu plein d'un coup là. Donc, quel bac faut-il faire pour devenir contrôleur aérien? Alors, de préférence, moi, je considérerais le baccalauréat avec toutes les options scientifiques possibles, puisque derrière, il va falloir faire 2 années de classe préparatoire et ensuite passer les sélections pour entrer à l'École nationale de l'aviation civile. Donc, c'est dans les métiers de ce type-là, c'est plutôt le bac, plutôt orientation scientifique qu'il faut choisir. On a aussi, qu'est-ce qu'une formation par apprentissage? Alors, bonne question, effectivement, je n'ai pas précisé. Alors, l'apprentissage, c'est quand vous allez avoir aussi un contrat de travail, c'est-à-dire que vous allez faire une partie de votre formation en centre de formation, CFA, centre de formation d'apprentis, et l'autre partie, alors parfois c'est une semaine, parfois c'est 3 semaines, un mois, ça dépend vraiment des formations. L'autre partie en entreprise. Donc, ça veut dire que pour rentrer en centre de formation d'apprentissage, il faut avoir son patron et on a un contrat de travail et on est payé un certain pourcentage du SMIC en fonction de son âge et si c'est la première, deuxième ou troisième année qu'on est en apprentissage. Donc, c'est très intéressant puisque ça permet d'apprendre plus vite le métier. On n'attend pas la fin de l'année pour faire un stage d'1 mois. On est régulièrement en entreprise, on met en application ce qu'on a appris et ça permet aussi de gagner un petit salaire, ce qui n'est pas négligeable. Ça permet de se forger déjà une bonne expérience et quand on arrive au moment du vrai recrutement, ça fait aussi la différence sur un CV parce qu'on a déjà de l'expérience, même si elle est à temps partiel. Merci. Justement, comme on est sur les salaires, on a une question sur le salaire d'un mécanicien. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que quand vous êtes dans une grande société, un petit sous-traitant, ce n'est pas du tout les mêmes salaires. J'ai fait une réponse de Normand en disant que plus on fait d'études, plus on gagne d'argent. Ça, c'est un petit peu logique. Et les niveaux mécaniciens sont au niveau bac pro, donc ce n'est pas des salaires extrêmement élevés. Alors, on a des fourchettes de salaire. On va dire que le GIFAS nous donne des moyennes. Il va rentrer avec un bac pro dans l'industrie aéronautique, donc que ce soit un mécanicien ou un ouvrier, un opérateur, un compagnon qui aura fait un bac pro, il va rentrer à 24 000 € annuels. Ça, ce sont des salaires bruts, primes comprises. Donc, il faut enlever à peu près 20%, divisé par 12. Voilà. Bon. Ce sont des moyennes parce que c'est très difficile d'y répondre. Effectivement, il y a des grosses compagnies comme Air France, Dassault, Thales qui vont bien payer et puis d'autres qui sont plus fragiles et qui gagnent moins d'argent vont moins payer leur personnel. Ça, c'est comme ça. Merci Marie-Laure. Peut-être une dernière, Marie, avant qu'on... Tu as ton micro. Oui. Il y avait une question, faut-il être de nationalité française pour avoir le badge dont tu parlais tout à l'heure? Oui, non. Alors, non, il ne faut pas être de nationalité française. Une personne qui a un permis de travailler en France, pas de souci, on fait une demande de badge. C'est après, les préfectures se débrouillent pour aller faire les recherches à l'étranger quand la personne a vécu à l'étranger. En revanche, il y a des métiers qui exigent la nationalité d'un pays de la communauté européenne. Ce sont les métiers, alors ça c'est réglementaire, ce n'est pas un choix des compagnies, c'est l'État qui a mis ça en place. Les métiers d'agent de sûreté, d'hôtesse de l'air et de pilote dans les compagnies aériennes en France doivent avoir cette nationalité européenne. Merci.
Merci. Du coup, juste une petite précision avant de passer à Damien. Marie vous a mis le bon découverte de 40 € et elle va vous expliquer comment l'utiliser. Oui, alors avant toute chose, je sais qu'il y en a qui n'ont pas accès à ce bon dans la discussion. C'est pas grave, il vous sera aussi également envoyé par mail après le webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, vous l'aurez. Donc ce bon de 40 €, vous pouvez l'utiliser si vous êtes inscrit à l'examen du BIA en 2022 ou si vous avez eu votre diplôme en 2021. Pour l'utiliser, vous contactez un club de planeurs et vous demandez à faire une journée découverte. Vous mentionnez que vous avez ce bon ou que vous avez passé le BIA en 2021 ou que vous allez le passer en 2022 et vous aurez ce bon de 40 €. Pour l'aide de 100 €, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de bon, mais vous êtes éligible à cette aide si vous êtes inscrit à l'examen en 2022 ou si vous avez eu le diplôme en 2021. Donc voilà, je vois qu'il y en a beaucoup qui demandent, qui disent qu'ils n'ont pas accès au bon de 40 €. Ce n'est pas grave, il vous sera envoyé par mail après le webinaire. Ne vous inquiétez pas, pardon. Ouais, c'est bizarre parce qu'il faut cliquer dessus, ça télécharge. Voilà, vous on devez cliquer pour le télécharger. Si vous ne le voyez pas, en tout cas, il n'y a aucun souci. Et faut-il avoir passé le BIA pour utiliser ce bon? Donc, soit vous l'avez eu en 2021, soit vous êtes inscrit à la session d'examen de 2022. Voilà pour l'utilisation de ces deux bons. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à envoyer un mail à bia@ffvp.fr. Il y aura ce mail à la fin de la présentation de toute façon. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie. Merci Marie-Laure pour votre présentation sur les métiers et on va pouvoir donner la parole au lieutenant Damien pour la partie des métiers aéronautiques et de l'armée de l'air en particulier. Damien, vous avez la parole. Bon, je suis là. Et on vous entend. Bon, parfait. J'attends juste la diapo. Et puis je commence. Parfait. Alors, le chemin a été déjà beaucoup tracé par Marie-Laure et puis aussi par Thomas précédemment. Thomas qui expliquait que pour que les pilotes puissent travailler, c'est toute une équipe qui est en activité pour arriver à l'étape finale. Nous, on a coutume de dire dans l'armée de l'air et de l'espace que pour qu'un pilote puisse voler, il y a 100 personnes qui travaillent autour de l'avion. Donc, ça comporte, en gros, ça correspond à une cinquantaine de métiers différents sur une base aérienne et dans 13 domaines approximativement. Marie-Laure les a déjà quasiment tous balayés dans sa présentation, puisque finalement, une base aérienne, c'est ni plus ni moins qu'un aéroport militaire. Donc, finalement, on va retrouver quasiment les mêmes métiers, à quelques exceptions près. On voit ici sur cette première diapositive où on parle de protection. Alors, il y a quand même de la sécurité sur les aéroports civils, évidemment. Là, on parle du domaine militaire, donc ce n'est pas tout à fait le même sens au niveau de la sécurité. On est vraiment sur la protection. Donc, à partir du moment où vous avez une appétence pour les métiers liés à l'aéronautique, vous pouvez intégrer l'armée de l'air et de l'espace, ça c'est une évidence, dans différents métiers, pas forcément que pilote, je m'y attarderai un peu plus tout à l'heure évidemment, mais on a donc tout ce qui est sécurité-protection avec les forces spéciales, les fusiliers commandos, les maîtres chiens, tout ce panel de métiers plutôt physiques en général, hein, on attend des gens assez rigoureux, assez rustiques, comme on a coutume de dire chez nous, parce que on travaille toute l'année dans des conditions parfois difficiles. Ça peut être en métropole ou en métropole. Et la sécurité, c'est 24 heures sur 24. De toute façon, ça, c'est le langage du militaire. On est militaire 24 heures sur 24. Chez nous, il n'y a pas de 35 heures ou choses comme ça. À partir du moment où on a signé l'acte d'engagement, effectivement, on n'est pas qu'un spécialiste, on est aussi et surtout un militaire. Donc voilà pour la protection. C'est des métiers que vous retrouverez également aussi. Je pensais tout à l'heure à une question qui était sur le petit onglet questions et réponses. Dans la marine nationale, comme dans l'armée de terre, c'est des métiers qu'on a en commun en fait à la protection des sites aéros ou des sites militaires en général. Voilà. Également les pompiers, ça c'est indispensable sur un aéroport, aussi bien militaire que civil. J'ai pas la main pour passer à la suivante. C'est vous Marie qui est faite. D'accord. Merci. Ça.
Il n'y a que chez moi que c'est aussi long. Voilà, donc on a besoin dans les armées de communiquer. C'est essentiel pour assurer la sécurité. Donc, je vous fais un petit rappel, on travaille sur ce qu'on appelle la 3e dimension. Quand Thomas Pesquet était dans l'espace, on pouvait communiquer, on avait des systèmes d'information et de communication. On a donc des spécialistes qui sont recrutés pour ça, avec vocation à travailler sur des radars, sur des réseaux d'informatique, sur des moyens de transmission. Donc, il y a toujours un lien, bien sûr, avec l'aéronautique, avec la communication sol-air, air-air, sol-sol. Bon, là, c'est pareil. Des métiers très variés, des concepteurs, des managers de systèmes de sécurité, des créateurs aussi de réseaux de communication. Les recrutements vont en général de bac à bac plus 5 pour ces spécialités-là d'information de communication. Ensuite, on a tout ce qui est renseignement. Ben oui, parce que en tant que militaire, on assure la sécurité des Français en métropole, hors métropole, mais parfois aussi dans d'autres pays. On a besoin de savoir ce qui s'y passe. Là, c'est pareil. Quand on envoie un satellite dans l'espace, quand on envoie un Thomas Pesquet dans l'ISS, etc., on a besoin de savoir précisément à quel moment il va passer au-dessus d'un certain territoire. Notre satellite va prendre des images et nous expliquer ce qui se passe sur ce fameux territoire. Là aussi, donc on a des spécialistes qu'on va former. L'avantage de l'armée dans sa globalité d'ailleurs, c'est pas que l'armée de l'air, c'est qu'on va vous recruter. Vous aurez choisi 1, 2 ou 3 métiers. Vous avez un bac, peut-être pas d'ailleurs, ou peut-être plus. On va vous apprendre le métier si vous correspondez au profil dont on a besoin et si, bien sûr, vous êtes très motivé, parce que les formations sont plus ou moins longues. Quand on parle de métier du renseignement, notamment le linguiste, ça peut être une formation de 3 ans pour apprendre une langue étrangère. Quand on parle de guerre électronique, là, ça va être très pointu également. On est quand même sur des métiers assez scientifiques en général. Et bon, tout à l'heure, je parlais de avec ou sans bac. Là, pour ce qu'on présente sur la diapo, c'est quand même plutôt des bacs à bac plus 2, avec vraiment des appétences pour les sciences et pour les langues étrangères. Alors, l'aéronautique, nous y voilà. Donc, le BIA, bien sûr, là, ça prend toute sa valeur, mais pas que. On peut aussi intégrer les métiers de l'aéro dans l'armée de l'air sans BIA. Mais c'est vrai qu'avec cet aspect, je reprends les propos de Mélanie tout à l'heure qui parlait de magie quand elle était dans son planeur. C'est vrai que pour nous, des gens qui sont passionnés par l'aéronautique, on est certain que d'abord, ils vont réussir les épreuves de sélection et qu'ils vont s'épanouir dans le métier et dans la formation qu'on va leur donner. Encore une fois, ils n'ont pas besoin d'être formés au préalable. On va leur apprendre le métier. Simplement, c'est vrai qu'avec déjà une petite expérience, donc le BIA par exemple, ou quelques heures de vol, c'est pas mal. Le planeur, il a quand même un gros avantage, c'est que le pilote, il fait corps avec sa machine. Il n'a pas de moteur. Sans moteur, il faut qu'il arrive à voler. Et c'est là qu'on apprend vraiment toute la fameuse magie du pilotage de planeur et tout ce contact qu'il y a, ce lien qu'il y a entre le pilote et l'aéronef. Donc voilà, les métiers de l'aéronautique, il y a bien sûr les pilotes, mais pas que. Marie-Laure parlait tout à l'heure des contrôleurs aériens. Alors les contrôleurs aériens dans l'armée de l'air, ils ne sont pas ingénieurs, contrairement dans le civil. On les recrute avec un bac, pareil, plutôt scientifique, comme l'a souligné tout à l'heure Marie-Laure, mais ils passeront une solide formation dans notre école spécialisée qui se trouve à Mont-de-Marsan. Ils auront quelques stages également à l'ENAC, mais pour autant, ils ne seront pas nommés ingénieurs. Ça ne les empêche pas de faire le même métier que les contrôleurs aériens civils, les aiguilleurs du ciel, et ils sont en tour de contrôle de la même manière. Alors, ils sont en tour de contrôle ou ils sont également en centre de détection et de contrôle. Là, on parle plus de défense aérienne, où on est vraiment dans tout ce qui est organisation de la police du ciel. Police du ciel, c'est pas compliqué. Il y a un avion qui survole l'espace français hors de son plan de vol. On envoie un Rafale pour soit le remettre dans le droit chemin, soit pour essayer de comprendre ce qu'il fait là. Mais c'est pas que la police, ça peut être aussi du sauvetage. Un aéronef qui a perdu le contrôle ou qui n'a plus de moyens de communication. Là aussi, la police du ciel va intervenir pour l'aider à retrouver son chemin. On a des météorologues. Eux, par contre, passeront effectivement par l'ENAC de Toulouse. Ça fait partie de leur formation. C'est une formation qui est très longue, qui est très difficile et plutôt scientifique. Des moniteurs simulateurs de vol, bon, ben voilà, le nom est clair. De toute façon, voilà, ils vont, eux, former nos élèves pilotes à piloter sur simulateur.
Voilà, ce sera du simulateur sur PC-21, les avions de l'école qui se trouvent donc à Cognac, ou alors après plus tard sur AlphaJet et sur avion de chasse ou avion de transport à Avord, à côté de Bourges. On a donc, vous avez vu en haut de la diapo, ensuite, tous ces métiers-là vont nous amener vers nos navigateurs et nos pilotes qui peuvent être recrutés uniquement avec un bac. J'ai répondu à quelques questions tout à l'heure, on me demandait quel niveau scolaire. On peut être pilote avec un bac. Alors attention, je précise quand même et j'insiste, la formation, elle est très dure, elle est quand même très scientifique, mais c'est vrai que tout ce qu'on veut, nous, ce sont des gens passionnés. J'insiste vraiment sur ce terme. On n'est pas pilote par hasard, je pense que personne ici me contredira, même si Mélanie a tout à l'heure dit que c'était un petit peu au départ hasardeux, son arrivée dans ce milieu-là. Cela dit, il y a quand même une passion, il y a quand même une essence, vraiment une fibre qui va être essentielle chez nos pilotes, chez nos navigateurs. Et on va la ressentir, la trouver grâce à notre système de sélection, tout simplement. La sélection, j'y reviendrai peut-être un petit peu après, quand on ira plus dans le détail justement de la sélection des gens de l'armée de l'air et de l'espace en général. Merci Marie. On a également tout ce qui est maintenance. Voilà, tout à l'heure, on en a parlé, des fameux mécaniciens. Il y avait des questions sur les mécanos, leur salaire, etc. Alors là, c'est pareil, j'ai les mêmes réponses que Marie-Laure, un peu des réponses de Normand. Les salaires, ça varie en fonction des missions, de l'aéronef, du lieu dans lequel ça se passe. Enfin bon, bref, il y a des qualifications, etc. Donc c'est assez compliqué de répondre à cette question. La différence dans l'armée de l'air par rapport au milieu civil, c'est qu'en général, on a des grilles indiciaires, puisqu'on travaille pour le gouvernement, et que déjà, ça c'est un point important, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais il n'y a pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Ça c'est important. Un mécanicien de même grade, de même ancienneté, qu'il soit homme ou femme, a la même rémunération. Et ça c'est valable pour toutes les spécialités. Et ensuite, après, effectivement, viennent les qualifications, les missions qui vont ajouter des bonus ou des primes. Voilà. La maintenance, ce n'est pas que la mécanique, c'est aussi l'électronique, c'est aussi l'aéronautique, c'est l'armement. Oui, parce que là, du coup, on parle de l'armée. Donc, on a des avions de chasse, tout le monde le sait, qui sont équipés d'armement, parfois d'armement nucléaire. Donc là, on a vraiment des mécaniciens spécialisés dans tout ce qui est système d'armement de nos aéronefs. Et puis, on a aussi des bâtiments, parce que il nous arrive parfois, lorsqu'on fait des opérations extérieures, d'envoyer des troupes spécialisées sur un territoire où il n'y a rien. Et puis, ils vont devoir construire une base aérienne. Donc, on a tous ces métiers-là, je parle de même tous ceux que j'ai présentés jusqu'avant, qui vont pouvoir être envoyés sur le terrain, un terrain vierge, et on va construire une base aérienne, ce qu'on appelle ça une base aérienne projetée. Et donc, nos spécialistes en informatique, en électronique, en électrotechnique, en bâtiment, etc., vont tout faire pour qu'on puisse travailler. Voilà, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure au tout début de mon intervention, on est une ville dans laquelle il y a tous les métiers qui sont ouverts et on vous les apprend. Voilà, vous venez, vous avez une idée, un projet, et si on peut, on concrétise. Et sinon, écoutez, on peut vous proposer d'autres choses en fonction de vos capacités, tout simplement. Soutien de l'homme, alors ça, c'est le côté un petit peu plus bureau, si j'ose dire. Non, c'est pas péjoratif. Même dans le soutien de l'homme, dans ces spécialités-là qu'on voit comme restauration, secrétariat, ce sont des militaires. Ça, c'est important. Je tiens vraiment à le souligner. Tous les métiers qu'on propose aux 40 500 personnes qui sont aujourd'hui dans l'armée de l'air, c'est dans tous les cas un cadre militaire. Ça veut dire que on a besoin d'une secrétaire, d'un agent de sécurité cabine. Alors, on appelle ça agent de sécurité cabine. En fait, c'est une hôtesse de l'air. Voilà, on en a aussi dans l'armée de l'air, bien sûr. On a des spécialistes de la santé, parce qu'il y a aussi des médecins, des infirmiers militaires qui sont spécialisés pour ça. Tout à l'heure, j'ai répondu à une question par rapport à la vue. Alors, je ne suis pas moi-même médecin, donc je ne peux pas trop m'engager sur les réponses que j'envoie. Maintenant, sachez évidemment que dans toutes nos sélections, les candidats auront une visite médicale d'aptitude en fonction de la spécialité choisie. Voilà. Après, ce n'est pas un secret. Pour être pilote, par exemple, puisque c'est des questions qui reviennent régulièrement, normalement, il n'y a aucune correction tolérée pour les pilotes dans l'armée de l'air. Voilà. En tout cas, en début de carrière. Après, on vieillit tous et malheureusement, la vue baisse. Mais ça, c'est une fois que la carrière est déjà bien entamée. On a des moniteurs de sport, puisque on a parlé plusieurs fois de capacité physique. Pour être militaire, c'est essentiel. Eh bien, on a des spécialistes qui nous entraînent régulièrement pour garder le niveau. Voilà, ça c'est essentiel. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder une armée dynamique et efficace en tout lieu et en tout temps. On a aussi des métiers
très, très civils, si j'ose dire, mais qui sont tout à fait occupés par des militaires. Et encore une fois, on les retrouve dans les aéroports civils, pardon. C'est tout ce qui est logistique et transport. Voilà, on a besoin de spécialistes qui vont pouvoir décharger les avions, les recharger, envoyer les troupes ou envoyer le matériel à l'étranger ou ailleurs en métropole. Et bien, on a des logisticiens qu'on va former, qui vont passer des équivalences de diplômes et militaires et civils. Donc, ils pourront aussi penser plus tard à la reconversion, mais là, je vais bien au-delà de ce que je devrais dire aujourd'hui. Et donc, ils vont participer au fonctionnement de notre base aérienne, qu'elle soit donc en France ou à l'étranger. Alors, merci, lieutenant Damien. Bon, il y a beaucoup de questions dans le QR pour vous. Oui. Mais bon, on vous laisse dérouler et puis on prendra un petit peu de temps à la fin. Oui, pas de problème. Donc là, c'était la diapo qui concerne vraiment les métiers spécifiques, spécifiquement liés à l'aéro. Donc, on a le transit aérien. Donc là, on est dans la logistique vraiment proche des aéronefs, donc sur les aéroports militaires. Les pilotes à distance, donc les pilotes de drones. Alors, le péril animalier, bon, c'est assez particulier. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, on a sur quelques bases aériennes, pas partout, ce qu'on appelle des fauconniers, des gens qui sont spécialisés pour faire fuir les oiseaux, pardon, les avions non, les oiseaux qui rôdent autour de la piste d'envol pour éviter les accidents au décollage, bien évidemment, tout comme l'atterrissage. Donc, des fauconniers ou parfois on a aussi des pompiers qui sont avec des fusils pour faire du bruit, pour effrayer tout le monde. Les contrôleurs des opérations aériennes, on en a déjà parlé, et les fameux agents de sécurité cabine, donc hôtesses de l'air. On en voit une en photo là au milieu, à côté de la WACS et du fauconnier justement. Ce sont des personnels navigants commerciaux, hein, comme dans le civil, mais bien sûr, elles sont quand même militaires, donc elles sont entraînées régulièrement, elles peuvent participer à des opérations extérieures, et puis elles peuvent donc aussi porter l'arme si c'est nécessaire. Voilà. Il n'y a jamais de distinction, on est tous militaires, j'insiste bien là-dessus, c'est une évidence. Je crois qu'après, je passe aux sélections, il me semble. Voilà, les conditions, ça va répondre déjà, je crois, à pas mal de questions. Hein. Pour être militaire, il faut être de nationalité française. Voilà. L'âge maximum, c'est 30 ans. Alors attention, c'est 30 ans pour la plupart des spécialités, sauf pilote. Pilote, c'est 27 ans maximum. D'accord. Aptitude médicale et physique, oui, je l'ai déjà insisté là-dessus pas mal de fois, visite médicale et puis épreuve de sport. La journée de défense et citoyenneté doit être effectuée, c'est une obligation. Et il faut jouir de ses droits civiques. Alors, c'est un peu un terme barbare pour expliquer que normalement, je vais le dire vulgairement, on ne doit pas avoir de casier judiciaire. Voilà. Je précise que parfois, il y a quelques tolérances, on fait tous des bêtises. Maintenant, sachez quand même qu'il y a une enquête sur chaque personnel qui souhaite s'engager dans l'armée de l'air, et même dans les autres armées d'ailleurs. Et en fonction des résultats de l'enquête, qui est très précise, on sait même ce qui a été retiré du casier judiciaire, on peut refuser ou non une candidature, ou en tout cas peut-être refuser la spécialité demandée. L'âge mini peut-être pour intégrer l'armée? Il y avait une question. Pardon, l'âge minimum, c'est 17 ans. 17 ans et demi. Voilà, ça c'est un minimum. Les évaluations, donc visite médicale, des tests psychotechniques, hein, c'est en gros des connaissances générales, tout simplement de la culture générale, des épreuves sportives, et il y aura toujours un entretien de motivation. Alors, ce sont les évaluations au sens large, pour toutes les spécialités confondues. Je parlerai après plus tard des pilotes. Pour elles, bien sûr, les évaluations sont un peu plus pointues et un peu plus exigeantes. On passe notamment sur une épreuve de simulateur. Le parcours professionnel, alors là, il est assez varié aussi, ça va dépendre du métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'armée de l'air, on fait du recrutement de niveau de 3e minimum jusqu'à bac plus 5 et plus. Et on peut rentrer donc de 17 ans à 30 ans maximum. On peut évoluer, c'est ça qui est important et que je tiens souvent à souligner, c'est qu'on peut rentrer en bas de l'échelle. Donc, on ne pourra pas, bien sûr, être pilote, puisque c'est un peu le sujet principal de ce soir, c'est-à-dire avec un niveau de 3e. Mais on peut arriver avec le temps, avec l'expérience, et l'armée de l'air et de l'espace encourage tous les jeunes qui sont volontaires. On peut passer donc des épreuves de sélection en interne et évoluer d'un statut à l'autre, et pourquoi pas devenir officier. Alors, en toute humilité, ça a été mon cas. Moi, je suis rentré tout en bas de la pyramide, il y a maintenant 27 ans, ça fait très longtemps.
Et puis, j'ai fait les différents concours. Voilà, j'ai été nommé sous-officier, puis après officier. Donc, c'est assez récent. Je suis officier que depuis 2018. Mais voilà, je l'ai fait à mon rythme. Hein. C'est moi qui l'ai voulu. On peut aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est les conditions qui l'ont exigé comme ça. Mais c'est vraiment pour souligner que si vous avez de l'ambition, si vous avez du courage, si vous avez envie de vous y remettre, eh bien, il n'y a pas de souci. L'armée de l'air encourage les jeunes gens qui veulent évoluer. Et c'est un gros avantage, c'est qu'on peut faire plusieurs métiers dans une seule carrière. Moi, j'ai fait 4 métiers différents. Ça m'a permis de jamais m'ennuyer, tout simplement, puis de découvrir plein de choses. Voilà. Maintenant, ça fait 17 ans que je fais du recrutement. C'est quand même la partie que j'ai préférée, je ne vais pas vous mentir. Bon, ça, c'est une petite diapo complémentaire qui précise, qui synthétise un petit peu ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. C'est-à-dire que dans tous les cas, une fois que vous serez passé par votre centre d'information de recrutement des forces armées, vous subirez des sélections. Si vous avez réussi ces fameuses épreuves, on vous proposera un contrat d'engagement. L'engagement, ça, c'est vraiment très important. Il faut bien vous rendre compte que il y a des notions fortes dans ce terme d'engagement. On sert la France, c'est vraiment crucial. On va vous apprendre votre métier. Donc, pour répondre à plusieurs questions qui sont tombées tout à l'heure, vous pouvez venir chez nous sans connaissance. Si vous êtes très motivé, vous allez apprendre le métier, on va vous former. De plus en plus, on a des accords avec l'Éducation nationale pour valider très facilement nos formations en diplôme civil. Ça, c'est vraiment un enrichissement et un grand bonus parce que les carrières militaires sont plus ou moins longues et quand on est en reconversion, ça c'est la fin de ma diapo tout en haut, eh bien, nos compétences sont valorisées et souvent reconnues et on peut vraiment en bénéficier pour faire une belle bascule dans le civil. En général, ça marche très bien. Je connais peu de collègues qui ont galéré à la fin de leur carrière militaire. Ben voilà, j'ai fait le tour. Merci, lieutenant Damien. Effectivement, il y a plusieurs questions. Plein de questions. Je vais aller y répondre tout de suite. Plein de questions. Marie, tu en donnes quelques-unes et puis on va peut-être ensuite déverrouiller les micros pour que les questions puissent être posées à l'ensemble de nos intervenants. Bien, déjà, une question pour vous, lieutenant Damien. Est-ce que vous avez votre BIA? Eh bien non, je n'ai pas de BIA. Je ne suis pas pilote. Et puis, pour ne rien vous cacher, je suis rentré dans l'armée de l'air complètement par hasard, grâce au service militaire qui existait encore à l'époque. Et voilà, j'ai découvert un endroit où je me suis senti très bien. J'ai été bien accueilli et puis voilà, j'y suis resté. Et puis je me plais toujours autant. Voilà, mais bon, maintenant, j'apprécie l'aéronautique. À l'époque, je n'en avais aucune connaissance. J'ai commencé sur la base de Romorantin, où chaque année, il y a un championnat de vol à voile. Bah oui. Donc, je cotisais le planeur pour ça. Et voilà, donc non, ce n'était pas une obligation en ce qui me concerne. Très bien. J'avais une question. Quelles sont les études conseillées pour devenir navigateur dans l'armée de l'air et de l'espace? Alors, pour devenir navigateur, c'est comme pour être pilote, en fait. On fait pas vraiment de sélection au départ. Encore une fois, le pilote, il est recruté avec un bac minimum. Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle EOPN, donc élève officier du personnel navigant. C'est un pilote qui est sous contrat. Alors, la sélection des pilotes et des navigateurs, c'est la même. En fait, au départ, vous vous présentez donc dans l'armée de l'air, vous déposez votre dossier de candidature dans un fameux CIRFA. Vous serez envoyé dans mon service, puisque c'est là où je travaille aujourd'hui, au centre de sélection spécifique air, sur la base de Tours. Et c'est là où nous faisons les sélections pour les futurs pilotes. Et en fait, ces fameuses sélections vont déterminer vos compétences de pilote ou de navigateur. Partant de là, on vous proposera l'un des deux postes. Alors, bon, il y a quand même moins de navigateurs que de pilotes, puisqu'il y a moins de biplaces que de monoplaces. Mais voilà, un bac peut suffire si vous faites ce pilote sous contrat. Après, les pilotes de carrière, c'est différent. Et là, on rejoint le côté du monde civil, comme Marie-Laure le présentait tout à l'heure, avec des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, Mathsup, Mathsp, et le concours annuel de l'école de l'air pour devenir ingénieur en aéronautique à l'école de l'air de Salon-de-Provence. Et là, on devient soit pilote, soit navigateur, en fonction de nos compétences et aussi de nos appétences. Super, merci beaucoup. Et j'avais juste une dernière question dans les questions écrites. Mais ça, c'est peut-être, Marie-Laure peut peut-être aussi y répondre. Peut-on faire des stages d'observation dans l'aviation militaire? J'aimerais bien pour mon stage de première, car je n'ai pas réussi à en trouver un pour le stage de troisième, et même pas dans l'aviation civile d'ailleurs. Alors,
Marie-Laure, à l'honneur. Oui, merci. C'est vrai que j'ai répondu à une personne en privé qui avait à peu près la même question. C'est très difficile sur l'aéroport parce qu'il y a la question du badge aéroportuaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Quand on veut travailler, il faut faire une demande, etc. Première chose, ce n'est pas possible si on n'a pas 18 ans déjà. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui coûte à l'entreprise. C'est assez cher, hein, c'est au minimum, je crois, 90 € par badge. Donc, c'est beaucoup de démarches. On ne peut pas laisser la personne toute seule. Donc, sur les aéroports, c'est évident qu'ils sont très réticents. Voilà. Pour l'armée de l'air, on peut faire des stages, hein, il n'y a aucun souci. Alors, c'est un nombre limité, évidemment. On a souvent des troisièmes qui viennent faire des stages sur les bases aériennes. On en a encore eu la semaine dernière sur la base de Tours. Bon, la base de Tours n'a plus aujourd'hui de piste, donc c'est un peu moins intéressant que sur une base qui aurait une piste et puis une tour de contrôle. Mais enfin, ça permet d'appréhender un peu le monde militaire d'une base aérienne. Il suffit juste de faire une demande à la cellule communication de la base aérienne, une demande écrite avec un petit CV. On imagine bien qu'en troisième ou en première, le CV il n'est pas très conséquent, mais surtout une lettre de motivation pour expliquer pourquoi on veut faire un stage sur cette base aérienne, etc. Et après, on signe des conventions tout simplement entre le jeune ou la jeune, son établissement et puis la base aérienne. Ça peut tout à fait s'envisager. Aucun problème là-dessus. Après, il y a d'autres moyens pour découvrir les métiers de l'armée de l'air sur les bases aériennes en faisant des stages un peu plus militaires, comme la formation militaire initiale de réserviste. Et ça, en première, quand on a 17 ans, on peut tout à fait y prétendre. Voilà, donc c'est une formation qui se passe sur 15 jours, souvent pendant les vacances de Pâques. On apprend à devenir un futur militaire. Et ensuite, à l'été, on vous propose d'avoir une formation complémentaire qui durera quasiment un mois sur une base aérienne. Alors attention, là, vous êtes quand même en tenue militaire, vous occupez un poste sur la base aérienne et on fera de vous un futur réserviste. Ça vous permettra, pendant vos vacances, d'avoir un job d'été qui est rémunéré déjà pour commencer sur un site militaire, comme ça vous pourrez découvrir de plus près comment ça marche sur une base aérienne. Pourquoi pas après rentrer sur un cursus de ce qu'on appelle militaire d'active, donc quitter la réserve pour devenir un vrai militaire, entre guillemets. Les réservistes ne sont pas des faux militaires, mais bon, sont en tout cas là que quand ils ont du temps à nous accorder, alors qu'un actif, lui, est là en permanence dans sa fonction militaire. Et ça peut se préparer dès l'âge de 16 ans, jusqu'à en gros 25 ans en moyenne. Merci. Merci. On va déverrouiller quelques micros. Si vous voulez poser directement vos questions, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça nous permettra de voir que vous souhaitez poser la question en direct. Et Angèle. Oui, Angèle, si tu es là, je déverrouille ton micro. Tu peux nous parler. Il faut que tu posez votre question de manière précise, sans rester trop longtemps. Sinon, on devra vous couper pour laisser la parole aux autres. Merci. Voilà, donc j'ai demandé la réactivation du micro, sinon on peut continuer. J'ai deux autres questions. Ah, Angèle, peut-être? Sinon, j'ai une question de Hermeline Paillard. Ah. C'est bon pour Angèle, je crois. Angèle, oui. Dis-nous. Non, mais laissez les autres poser, c'est bon. Je ne suis pas fait exprès. Il n'y a pas de souci. Donc, Hermeline, vas-y. Bonjour, je m'appelle Hermeline Paillard. Je suis en terminale scientifique avec maths physique comme option et je souhaiterais exercer en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique et spatiale, mais surtout dans le spatial. Et ce serait pour savoir au niveau de l'armée de l'air comment y rentrer, s'il vous plaît. Merci Hermeline. Peut-être pour le lieutenant Damien, pour rentrer. Je suis désolé, le son n'est pas très, très fort et je n'ai pas très bien compris en fait. Tu peux nous reposer la question, Hermeline? Ce serait pour connaître les formations sur le spatial au sein de l'armée de l'air, s'il vous plaît. Je vous remercie par avance. Alors, bonsoir Hermeline. Alors, en fait, des formations sur le spatial, il n'y en a pas vraiment en particulier. On a maintenant un commandement de l'espace qui se trouve et à Paris et à Toulouse. On a des recrutements d'ingénieurs aéronautiques, d'informaticiens, de spécialistes en cyberdéfense ou en cybersécurité qui ensuite, dans ce service précisément, vont avoir des formations en interne sur tout ce qui est satellite et puis environnement spatial. Après, je t'avoue que c'est quand même assez récent. Tu as vu qu'on a pris l'appellation Armée de l'air et de l'espace depuis peu de temps.
Alors, l'appellation est récente, le travail par rapport aux satellites, il est quand même pas si récent que ça. Maintenant, c'est vrai que l'emploi de spécialistes vraiment dans ce type de métier, c'est quand même assez frais. Et voilà. Mais encore une fois, là, on est sur vraiment des métiers plutôt du renseignement, de l'ingénierie aéronautique et informatique, essentiellement. Alors, si je peux prendre le relais, dans le civil, il y a des écoles spécialisées, hein. Il y a les écoles du groupe ISAE pour l'aéronautique et spatiale, il y a l'IPSA. Donc, prends le temps de bien te renseigner. Hermeline, regarde sur le guide du GIFAS, donc, que tu retrouves sur le site d'Air Emploi dans la partie ressources documentaires. Tu retrouves toutes les formations France entière, du bac pro jusqu'au bac plus 5 et au-delà. Donc, les écoles d'ingénieurs y sont. Et si ce n'est pas clair, à côté de la partie ressources documentaires, il y a nous contacter, tu nous envoies un mail et on fait un rendez-vous. Merci. Je vous en prie. Super, merci beaucoup. On a également une question de Vincent. Vincent, je désactive ton micro. Enfin, Bonjour, vous m'entendez? Oui. Mes respects, mon lieutenant, j'avais une question. Donc, c'était est-ce que la réserve militaire dans l'armée de l'air aide ou pas à devenir pilote de chasse? Salut Vincent. Oui, bien sûr, la réserve, ça va aider pour intégrer l'armée en général. Ça ne te donnera pas plus de chance qu'un autre, puisque, encore une fois, j'insiste bien, il faut être passionné. Maintenant, c'est vrai que si tu es déjà réserviste dans l'armée de l'air et que tu connais le monde aéronautique et militaire, tu seras quand même avantagé puisque tu devrais pouvoir rencontrer pendant ta réserve des pilotes, échanger avec eux sur leur façon dont ils se sont préparés aux sélections et comment ça s'est passé. Donc, en termes de connaissances aéronautiques et puis de préparation, ça devrait quand même être d'un grand secours, c'est une évidence. Ça va, c'est bon pour toi? Bien, merci mon lieutenant. Je t'en prie. Merci Vincent. On a également une question de Toan. Bonsoir, donc je suis Toan Marzolf, donc élève en première année en BUT Génie thermique et énergie. J'avais une question au sujet du coup pour vous, mon lieutenant. Est-ce qu'il y a des métiers dans l'armée de l'air qui sont liés aussi au domaine des énergies? Parce que j'ai décidé de faire mon BIA notamment pour pouvoir avoir des connaissances au niveau de l'aéronautique et un BUT Génie thermique et énergie pour avoir des connaissances au niveau de l'environnement. Donc savoir s'il y a des domaines liés à l'environnement dans l'armée de l'air. Alors, tu as parlé tout à l'heure des domaines liés à l'énergie et après liés à l'environnement. Enfin, c'est les deux. C'est avec l'environnement et l'énergie. Ouais, alors on a un service spécialisé pour toutes les armées qui s'appelle le service des essences des armées, alors qui a changé de nom maintenant, mais j'ai oublié le terme, qui lui vraiment va gérer tous les carburants et les produits dont on a besoin pour pouvoir faire fonctionner nos matériels, que ce soit d'ailleurs aéro ou sol. Donc là, par contre, on y rentre sur concours, c'est plutôt scientifique aussi. Maintenant, avec un BUT, je pense que tu as déjà une base très intéressante pour intégrer ce service-là. Ensuite, quand on part sur l'environnement, on peut aussi peut-être un peu bifurquer vers tout ce qui est mécanique, etc. Est-ce que toi, tu t'intéresses un peu à la mécanique? Un petit peu, mais pas non plus énormément. Pas Mais un petit peu énormément. quand même. Parce qu'il y a quand même un lien qui est assez étroit, en fait. Si l'entretien de nos avions est essentiel par rapport à leur mécanique, c'est aussi important par rapport à l'énergie utilisée et puis l'environnement, parce que c'est quand même un souci qui est important pour nous. Même si on utilise des avions quotidiens, on a à cœur de faire attention à ça. Donc, pour moi, il y a un lien étroit et certains mécaniciens ont parfois cette compétence en plus qui peut être vraiment un réel bonus au quotidien. Quoi qu'il en soit, ça fait partie aussi de la formation de nos mécaniciens. D'accord. Donc, tu peux intégrer, par exemple, l'armée de l'air et puis demander à être sous-officier, mécanicien motoriste, par exemple, ou électronique bord, et puis ensuite partir sur une spécialisation comme tu pourrais l'envisager aujourd'hui, en lien avec l'environnement ou avec les énergies. Ok. Voilà. Merci pour votre réponse. Je t'en prie.
prend encore quelques questions et puis on ne va pas tarder à clôturer. Oui, une question de Aïcha. J'active ton micro. Bonsoir, je m'appelle Aïcha Daoudi, j'ai 12 ans, je suis en 4e et j'ai une question à propos de l'armée de l'air. Est-ce que si une personne est devenue trop faible physiquement, elle peut être renvoyée de l'armée? Oui, alors là, on parle d'aptitude médicale. Oui, effectivement, si si un militaire n'est plus apte à exercer ses fonctions, effectivement, on peut lui mettre un terme à sa carrière puisque, par principe, il n'est plus en capacité d'occuper son poste. D'accord, merci. J'en prie. Merci Aïcha. On a une question de Lazare. Lazare, super. Bonjour, je m'appelle Lazare Aurel, je suis en 4e, j'ai 13 ans. Je voulais poser une question au sujet de l'armée de l'air pour les stages de 3e. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à faire son stage? Est-ce qu'il y en a autour de Paris? Autour de Paris, écoute, tu as la base aérienne de Villacoublay. Je te déconseille celle de Ballard qui se trouve dans le 15e arrondissement parce qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a aucun intérêt, c'est que des bureaux, ça ne t'apportera pas grand-chose. Mais il y a Creil un peu plus loin dans l'Oise. Je crois qu'autour de Paris, j'ai fait le tour. Après, tu peux aller sur Orléans éventuellement, c'est qu'à 1 heure de route de Paris. C'est une base qui est opérationnelle, en plus qui est très intéressante. Et puis voilà, je crois qu'autour de Paris, ce sera vraiment les grosses bases. C'est ça, Villacoublay, Creil et Orléans si on va un peu plus loin. Merci beaucoup. Alors, sachez justement, comme il y a beaucoup de questions pour le lieutenant Damien, on aura un webinaire peut-être dédié au métier et à l'armée en général sur le mois de février. Et comme ça, vous pourrez revenir et vous aurez encore plus d'éléments sur ce sujet. Est-ce qu'on a quelques autres questions et puis on va clôturer une ou deux autres pour terminer, pour éventuellement Marie-Laure, pour Mélanie qui sont encore présentes ou pour le lieutenant Damien. Et puis après, on clôture. On ouvre qui, Marie? J'ai une question d'Armand. Armand, ton micro. Bonjour. Ce serait une question pour savoir, actuellement je suis en 3e et j'aimerais bien savoir pour une future orientation vers quelle ville me diriger parce que j'habite à Pertuis. Et je ne sais pas si je dois aller en seconde générale ou aller autre part. J'avais vu récemment qu'il y avait un lycée Mendes France à Vitrolles, mais je sais pas si c'est une bonne idée ou pas d'y aller. Et pour quelle orientation? Pour un métier dans l'aéronautique. Par exemple, mécanicien, avionneur. Alors, je ne les connais pas tous par cœur. Il faudrait que je diffère ma réponse et que je puisse te renvoyer des éléments. Mais le plus simple, c'est que toi, tu ailles voir le guide dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est sur le site d'Air Emploi, airemploi.org. Tu vas dans la partie ressources documentaires. Il y a un guide des formations qui vient tout juste d'être mis à jour. Il est tout neuf. Donc, ce sont toutes les formations appréciées par les entreprises dans l'industrie aéronautique et spatiale. Donc, forcément, il doit y en avoir un pas très loin de chez toi. Après, si c'est plus loin, il faut les questionner. Certains ont des internats. Oui, justement. Oui. Voilà. Et si tu ne trouves pas, tu n'hésites pas dans la rubrique contact à me laisser un message, je te rappellerai. Aussi, j'ai une autre question. C'est à propos, parce que j'ai des lunettes, je suis hypermétrope et je ne sais pas si pour être pilote, j'ai besoin de me faire opérer ou si c'est bon. Alors, moi, comme le lieutenant l'a dit tout à l'heure, on n'est pas médecin. Pour ce qui concerne le civil, si tu veux devenir pilote, après, il faut voir un ophtalmologue, ça dépend de ta correction. Si ce n'est pas très important, si avec une correction, tu arrives à 10 sur 10, c'est bon. Ça, c'est pour le civil. Voilà. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Pour le militaire, malheureusement, je ne t'en dirai pas beaucoup plus.
Normalement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, aucune correction et aucune opération n'est tolérée. Donc, à moins vraiment d'une exception, à mon sens, l'hypermétropie t'empêchera de poser un dossier chez nous. Oui, et tout à l'heure, on avait une question, j'ai vu, je ne savais pas répondre, peut-être que vous savez, lieutenant Damien, si on est daltonien, est-ce qu'on peut voler de nuit? À mon avis, si on est daltonien, c'est râpé. Hein, non, c'est râpé. C'est râpé. C'est un problème de vue, encore une fois, au sens large. Hein, donc, de toute façon, le moindre problème. Et être daltonien, c'est compliqué. On a surtout voler de nuit, c'est avec les JVN, donc les jumelles de visée nocturne, où on est en monochrome. Ça va devenir très compliqué de distinguer les cibles ou les camarades en plein vol. Donc, non, malheureusement, ce ne sera pas possible. Ça marche. Dernière question? Oui, j'ai une dernière question de Angèle. Angèle, à toi la parole. Angèle, il faut que tu actives ton micro. Voilà, super. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Angèle Odigou. Je suis en première et actuellement, je suis plutôt dans les sections littéraires et l'aéronautique m'intéresse. Et j'effectue le BIA aussi cette année. Et j'aimerais savoir, avec du coup un bac littéraire et toutes les... Enfin, jusqu'à la terminale à peu près, je vais faire beaucoup de littéraire. Est-ce qu'on aurait des métiers où je pourrais entrer dans l'aéronautique avec mes Alors, quand tu dis aéronautique, c'est large. Maintenant, si tu me parles du transport aérien, les métiers dont j'ai parlé, comme hôtesse de l'air, agent d'escale, etc., si tu as un très bon niveau d'anglais et une fibre commerciale, c'est tout à fait possible. Après, si tu entends aéronautique comme technicien, ingénieur aéronautique, je ne te cache pas qu'avec un bac et les options littéraires, ça va être très compliqué, parce que j'ai parlé sans cesse de plutôt le côté scientifique et technique. Oui, non, pas technicien, vraiment, c'est plutôt sur l'aéroport, les métiers sur l'aéroport. Oui, voilà. Voilà, voilà, je t'ai répondu. Pour un premier niveau, ça peut être ça. Après, si tu continues, par exemple, sur une école de commerce, ça peut être les métiers dont j'ai parlé au début, le marketing, programme, les pricers, etc. Il y a tout un panel de métiers accessibles sur le transport aérien. Ça, je t'invite à retourner sur notre site et regarder les fiches métiers. Tu verras qu'il y en a plusieurs pour toi. D'accord, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Alors, il y a une question du lieutenant. Pourrait-il peut-être nous parler rapidement des escadrilles Air Jeunesse? Alors, oui, très rapidement, parce que j'avoue que ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas tout à fait. C'est assez récent sur les bases aériennes. Il me semble qu'il faut directement postuler auprès des bases aériennes qui proposent en ligne des inscriptions pour intégrer l'escadrille Air Jeunesse. Maintenant, je suis en train, justement, j'ai regardé tout à l'heure, j'étais en train de chercher un lien pour parler des cadets de l'air aussi. J'ai vu une question tout à l'heure sur les cadets de l'air, où là, il y a plutôt des accords avec les aéroclubs civils pour intégrer les cadets de l'air. Et pour l'escadrille Air Jeunesse, malheureusement, je vais devoir faire comme Marie-Laure tout à l'heure, remettre ma réponse à plus tard pour aller bien vérifier les éléments, parce que là, je ne les ai pas tous. Bon, de toute façon, pas d'inquiétude. Toutes les questions qui ont été posées dans le QR vont être transmises à l'ensemble des participants et donc vous pourrez peaufiner vos questions. Vous avez qui apparaît à l'écran les contacts pour poser directement aussi vos questions et vous pouvez leur écrire, ils vous répondront avec plaisir. On pourra aussi vous envoyer le replay. On va vous l'envoyer, il sera disponible sur notre site internet. Et puis le bon aussi de 40 € pour avoir une réduction sur votre vol découverte. Voilà, ce sont les 3 éléments que vous allez pouvoir avoir à l'issue de ce webinaire. On va arrêter là, je pense, la présentation. Il est déjà 20h25. Si je puis juste me permettre, sur le dernier slide, il y avait en bas airemploi.fr. En fait, c'est pas bon, c'est airemploi.org. Ah oui, pardon, c'est ma faute. C'est pas grave. Voilà, on le corrigera avant. J'ai déjà répété plusieurs fois. Donc. Le diaporama vous sera envoyé de toute façon en version PDF. Donc, tous les liens seront cliquables et ils seront modifiés et accessibles. Super, merci.
Merci à tous nos intervenants. Merci au lieutenant Damien. Merci à tous et toutes. Merci à Marie-Laure. Merci je souligne la présence de Luc Guillot aussi qui a répondu à beaucoup de questions dans le QR. Merci à Laura Lambois aussi qui a répondu aux questions. À Marie Bonneau, ma collaboratrice. Et puis à Mélanie, notre grand témoin de la soirée, qui est restée jusqu'au bout. Mélanie, tu vois, tu as maintenant l'éventail des métiers que tu pourrais faire dans l'aéronautique. Tu peux te reconvertir si vraiment tu veux devenir professionnel dans ce secteur-là, mais je pense que ton équilibre vie perso te convient bien. Le mot de la fin, Mélanie, peut-être pour conclure? Mot de la fin, je dirais que quand il y a une opportunité qui se présente, il faut la saisir et puis après l'avenir décide de ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'étais partie dans mon option juste comme ça pour le fun et puis je me retrouve sur le podium international et avec une belle passion derrière. Donc, il n'y a pas de... Il y a plus ces différences comme il pouvait y avoir, être une fille, un garçon, je peux voler, je ne peux pas voler, je peux travailler dans l'aéronautique ou pas, je ne peux pas être mécanicien parce que je suis une fille. Bah si, tout est possible. Et être pilote de planeur, être pilote de tout, c'est possible aussi, peu importe qu'on soit un garçon ou une fille, on est tous pareils. Et, il faut croire en ses rêves et quand on a des rêves, il faut y aller jusqu'au bout. Et soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça devait se passer comme ça. Et puis, il y aura d'autres opportunités qui s'offriront à vous derrière. Et peut-être au contraire des belles, comme pour moi. Et puis, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est aussi beaucoup de travail derrière. Voilà, tu as aussi beaucoup travaillé pour arriver là où tu en es, que ce soit au niveau sportif. On connaît ton engagement. Donc, peut-être c'est aussi le mot de la fin. Les rêves peuvent se réaliser avec le travail, avec l'investissement, avec l'engagement qu'on peut aussi y mettre derrière. Et à ce prix, tout est sûrement possible. Mais après, quand on aime, ça se fait naturellement, en fait. Donc, c'est du travail, mais ça fait du bien aussi. Donc, mais c'est du travail plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Merci. Merci à tous nos participants de l'autre côté. Et puis, à très bientôt. Le prochain webinaire, c'est le 15 février, Marie? Oui, notez la date, le 15 février. Le 15 février, avec plein de nouvelles surprises. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.